Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour les amis, amigos, amigas. Bonjour Cécile, coucou Frédéric. J'espère que ta soupe va être bonne parce qu'avec 1 degré, la neige en Belgique, tu as intérêt de manger la soupe. Pas pour grandir parce que ça ne marche pas, c'est pareil. Donc, sujet très intéressant, tous ensemble. Ah oui, il faut que... Alors, bonjour Nikita, il faut qu'on t'explique. Bonjour à tous. On te présentera, mais nous avons un Belge qui est de Liège qui nous suit, avec qui on fait des visios et qui vient sur l'association même à distance. Et en fait, le message des Belges, c'est tous ensemble. Donc, en fait, c'est un hymne, c'est un slogan, en fait. Et pour la petite histoire, nous aussi, on avait essayé tous ensemble, excusez-moi, mais ça me revient. Ça y est, l'heure est de retour, c'est l'homme le plus heureux. Salut Frédéric. Il a un grand cœur, Frédéric. Donc, bonjour Olivier, bonjour Anita. Donc, bonjour à toi, Nikita. Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ah, mais nous aussi. donc, on est sur la 3e de la chirurgie. Alors, Frédéric dit bonjour Nikita et aux visiteurs. Voilà. Donc, on est sur le 3e de la chirurgie bariatrique, 3e numéro. Donc, comme je te l'expliquais, on a un groupe
qui est la chirurgie bariatrique, parlons-en sans Sans tabou, quelque chose comme ça. Dans le titre, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, chaque fois, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de parler des choses qui vont faire avancer, qui vont aider les personnes. Donc, j'avais lancé un groupe de discussion pour dire ben, qu'est-ce que vous voudriez retrouver sur les thématiques. Donc, il y avait eu plusieurs idées qu'on gardera pour les autres Balance ton live spécial chirurgie qu'on retrouve tous les premiers mardis du mois. Et là, on avait décidé donc de mettre en place ben, la chirurgie bariatrique et le rôle de l'alimentation et la place de l'alimentation. Oui. Et donc, on est ravis de t'accueillir, mais ceux qui nous suivent, il y en a beaucoup qui sont fidèles, donc ils ont dû te voir déjà sur les journées mondiales de l'obésité. Peut-être, oui. Et ben, c'est toujours un plaisir de te voir. Et quand ben, Covid sera passé, on viendra te voir un petit peu chez toi là-bas à Paris. Et moi, je viendrai aussi un peu dans le sud, prendre des couleurs. On t'accueillera. Et donc, si tu veux te présenter, et puis après, nous, on a des questions. Et si jamais il y a des questions, on te donnera. Mais après, toi, tu peux te connecter sur Balance ton Live. Tu peux voir aussi les échanges qui sont faits sur le Facebook. Par contre, juste, il faut que tu baisses le son. Mais sinon, on va se faire un doublon et c'est pas terrible. Bon, alors vous me poserez les questions et éventuellement je verrai. Mais ok. Alors pour me présenter, donc je suis Nikita, je suis diététicienne nutritionniste depuis maintenant presque 8 ans et je suis spécialisée dans la chirurgie de l'obésité depuis maintenant 6 ans. En fait, je me suis spécialisée assez vite là-dedans parce que ça m'a plu. Ça me plaît aussi, voilà, le contact avec ces patients-là, travailler avec eux sur l'amélioration de leurs habitudes. Voilà, c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et je travaille donc dans 2 cliniques à Paris, et donc avec des chirurgiens aussi sur la chirurgie de l'obésité. Voilà. Et tu es jeune quand même, hein? Ah, merci. Non, mais tu es jeune. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais quand même, pour le parcours que tu as et 6 ans de diététicienne, non, 6 ans spécialisée dans la chirurgie. Spécialisée dans l'obésité. Diplômée, ou tu es précoce et tu as été diplômée très, très jeune, ou tu es très jeune, mais c'est un beau parcours quand même. Oui, je me suis donné un peu les moyens. Je me suis beaucoup investie dans mon métier parce que j'aime ce que je fais. Donc, je regarde pas trop les heures et j'évolue à mon petit rythme. Et après, si tu veux me répondre, c'est, tu vois, bon, beaucoup, alors les patients, moi je me mets du côté des patients. Hein, des patients, on est toujours à se dire, ben, je vois que par rapport aux APA, mais on dit, mais pourquoi tu n'as pas et pourquoi tu n'as pas de problème de poids et pourquoi tu t'occupes des personnes avec des problèmes de poids. Ben, toi, pourquoi ce public, parce que moi je vois sur la formation initiale, le public en problématique d'obésité, parce que ceux qui vont à la chirurgie sont en problématique d'obésité, les nouveaux, les étudiants ou les nouveaux professionnels ne vont pas trop vers ces publics comme ça parce que je ne sais pas, pour plein de raisons. Je pense que déjà, dans la formation initiale, on en parle très peu. C'est ça. Ouais. Et on pense que c'est un public qui est très compliqué. Toi, alors, c'est dans le cadre de ce qu'on va discuter, mais toi, ton métier par rapport à ce public-là et pourquoi avoir choisi ce public-là et pourquoi t'être plus spécialisé sur la chirurgie, si tu veux juste en Alors, oui, en fait, au départ, j'ai commencé à travailler donc dans un hôpital où il y avait plusieurs spécialités. Et en fait, très vite, j'ai accroché sur la chirurgie parce que je revoyais les patients. J'essayais vraiment de les faire changer de regard sur l'alimentation. Voilà, j'aime leur apprendre en fait mes connaissances de façon simple, bien évidemment, mais j'aime en fait leur transférer ce savoir pour qu'ils puissent à long terme se débrouiller tout seuls. Et pour moi, la plus grande fierté, c'est quand je revois les patients, quelques années plus tard, avec la perte de poids qu'ils ont réussi à maintenir et surtout toutes les connaissances qu'ils ont acquises et surtout de voir leur fierté aussi d'avoir pu changer leur mode alimentaire, leurs habitudes alimentaires et d'avoir pu changer aussi leur façon de vivre au quotidien. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est ce travail-là sur ces patients qui se sentent des fois un peu désespérés, perdus, sans accroche. Et en fait, moi, j'essaie de leur redonner espoir et en général, ça fonctionne. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité, parce que pour moi, c'était des patients des fois perdus, seuls, isolés, qui ne savaient plus
où aller, vers qui s'orienter, à qui parler. Et voilà, moi, j'avais envie d'aider ces personnes-là et de leur transmettre mon savoir et qu'on travaille ensemble et qu'on évolue ensemble. Parce que pour moi, la chirurgie de l'obésité, c'est pas un travail que sur une consultation, c'est un travail, mais sur des années, en fait. Et donc, voilà, moi, j'aime cette évolution de mes patients, de les voir 5 ans, 6 ans, 7 ans, et à chaque fois, de toutes ces années, voir leur évolution, les difficultés qu'ils peuvent encore rencontrer parfois, et à nouveau retravailler dessus. Voilà, donc c'est ça qui me plaît beaucoup, en fait, dans cette chirurgie-là. Puis tu as un relationnel assez spécifique, on va dire, puisque tu les vois quand même pendant plusieurs années. Alors, je pense pas tous, malheureusement. Pas tous, mais bon, quand même, il y a quand même pas mal de personnes que tu vois, pas forcément régulièrement, mais bien que ça soit espacé. Mais au moins, tu as un autre relationnel avec eux. Et puis, le fait de voir les changements de comportement aussi, après, tu connais bien les personnes. Et ça aussi, je pense que c'est une plus-value. C'est que tu sais si oui ou non telle personne a besoin de ça, 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 parce que tu connais aussi les antécédents et les manières dont tu as travaillé aussi. Parce que ça, c'est quand la personne va avoir tout le temps le même professionnel en soi, et ben, tu peux continuer sur la même démarche et tu n'es pas obligé d'aller dans les documents, dans les dossiers médicaux, chercher, comprendre pourquoi il avait utilisé telle chose sur le patient, enfin, ce genre de choses. Ah non, c'est sûr, il y a une certaine confiance qui se crée, il y a certains liens qui se créent et j'en suis fière. Parfois, voilà. Il y a des patients qui m'appellent, qui m'écrivent. Je suis un petit peu leur branche à laquelle ils essaient des fois de se raccrocher quand ils se sentent mal. Et oui, moi, je me sens utile à ce moment-là. Je me sens, je sens qu'ils ont besoin de moi. Et effectivement, il y a cette confiance qui se crée au fur et à mesure des années, de plus en plus. Des fois même, c'est pas dès le premier rendez-vous que ça se crée. C'est vraiment au fur et à mesure des consultations, du travail qu'on va faire aussi ensemble. Et oui, moi, je suis fière même de voir qu'il y a des patients qui continuent de me voir 6-7 ans après, même si c'est une fois par an, ou même des fois, si c'est dans des petits groupes de parole qu'on organise, moi, c'est une fierté pour moi. Je me dis, j'ai réussi à leur faire changer leur vision, déjà, de leur propre corps, de leur propre être, on va dire, et en même temps aussi de l'alimentation. Et ils prennent beaucoup plus plaisir à cuisiner, ils apprennent même à leurs enfants, du coup, comment bien manger, mais sans se restreindre, sans se mettre dans des régimes restrictifs. On s'échange des recettes. Des fois, il y a des consultations, c'est tout simplement, en fait, on parle d'alimentation, mais on parle tout simplement aussi de leur vie, des progrès qu'ils ont fait, des difficultés, du travail, des enfants. Voilà, c'est ça qui est essentiel pour moi. Mais en plus de ça, là, quand tu parles de ça, c'est vraiment ce qu'on disait sur les journées mondiales et que nous, on cesse de répéter, c'est votre équipe vraiment et la personne avec qui vous avez choisi de faire un morceau de chemin, il faut qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait cette alliance thérapeutique qui va faire qu'en fait, ça va être sur un interéchange. Et pour revenir sur la problématique des personnes avec des problèmes d'obésité, puisque la chirurgie, on rappelle, les personnes qui peuvent prétendre à la chirurgie bariatrique, c'est des personnes qui sont avec 40 d'IMC ou 35 avec comorbidité. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment pour une pathologie bien spécifique et c'est visé qu'avec des personnes qui répondent à des critères, à ces recommandations. Là, on en avait déjà parlé avec Mehdi Scali et c'était M. Cortés. Voilà. Justement, c'est pas la chirurgie, c'est pas pour tout le monde et c'est pas de la chirurgie esthétique. C'est vraiment un outil dans une problématique de santé chronique. Et donc, quand on regarde quand même la plus grande problématique de la personne avec des problèmes d'obésité, on est sur des comportements alimentaires qui sont perturbés. Il y a une relation avec l'alimentation, sur manger en grande quantité, sur des grignotages, peu importe, c'est une relation qui est particulière avec cette alimentation, puisqu'en plus de ça, moi je considère qu'en fait, c'est cette alimentation, puisqu'on en a besoin pour vivre, et en fait, elle vient chez des personnes qui sont un peu plus fragilisées, un peu plus vulnérables au niveau émotionnel, au niveau gestion de la vie quotidienne, au niveau d'impact sur la vie professionnelle, tout ça. Donc, on voit bien que c'est une problématique environnementale et qui va être en conduite addictive sur l'alimentation, quelle que soit la façon et la manière. Sauf que cette conduite-là, elle ne va pas se régler parce qu'on a une chirurgie. Donc, tu parles vraiment que quand tu fais une consultation autour de l'alimentation,
c'est une consultation autour de l'alimentation, mais autour de la vie de la personne. Parce qu'on s'aperçoit que quand ils vont bien, quand les personnes vont bien, même après la chirurgie, eh bien, ça va bien. Et quand de nouveau, il y a une difficulté professionnelle, une perte d'un emploi, un choc émotionnel ou des choses comme ça, hop, de nouveau, on repart dans le travers. Donc, on voit bien que c'est essentiel de ramener la problématique d'obésité à une problématique environnementale et psychosociale, et à travers l'alimentation, l'activité physique et un équilibre de vie, en fait. Mais ça reste quand même une chronicité, ça reste quand même chronique, ce qui fait que mais ça reste... peu importe. Mais non, mais il y a beaucoup de monde qui oublie parce qu'ils ont eu une chirurgie ou autre qu'ils ont pu mettre en place et que du coup ça va bien. Et bien, au moment où, comme tu dis, il y a un impact, on va dire, émotionnel, et bien, dans ce moment-là, ben, le problème, c'est que vu que c'est une chronique, ben, ça revient. Et c'est quelque chose que les gens oublient ou qui ne veulent pas faire face parce que c'est trop compliqué à accepter aussi. Et ça revient aussi, alors je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a eu des études qui sont sorties aussi. Ce n'est pas forcément quand, justement, le fait qu'à un moment donné, dans la vie, après un post-op, il y a une problématique qui va se poser et une gestion un peu des émotions un peu plus difficile. Mais on s'aperçoit que c'est pour ça que je parle vraiment de l'addiction. C'est un comportement, les troubles du comportement alimentaire. Là, je suis bien contente que ça soit traité comme des troubles addictifs. Et oui. Parce qu'après, il y a des compensations sur le fait de, si je ne peux plus manger pour apaiser quelque chose ou pour remplir ou pour peu importe, quel que soit, quand j'ai un moment difficile dans ma vie, et bien après, on va voir des personnes qui vont développer des troubles anorexiques, comme moi j'ai fait. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur justement une consommation d'alcool, sur des symptômes dépressifs. Donc, on voit qu'il faut aller travailler dans tout et pas sauf sur une chose et je fais bien manger, donc ça va marcher en fait. Non, c'est vraiment dans la globalité. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les chirurgies, dans le parcours préopératoire, vraiment, on travaille en pluridisciplinarité parce que ce n'est pas que le débat d'alimentation, mais c'est aussi avoir le psychiatre parce que ou le psychologue d'ailleurs, parce que c'est vraiment un travail dans la globalité. Voilà, le patient, s'il s'est retrouvé en surpoids, en obésité, là c'est qu'il a des pathologies associées, c'est qu'il y a eu un dérèglement quelque part et pas uniquement dû à l'alimentation. C'est aussi que derrière, il y a eu peut-être des chocs émotionnels, des problèmes vraiment importants et qui ont entraîné cette prise de poids par la compensation, peut-être par l'alimentation. Mais ce n'est pas uniquement en gérant ces repas qu'on va gérer effectivement le problème. Ça, non, malheureusement, loin de là. Et d'ailleurs, même dans les suivis, des fois que je fais, effectivement, il y a des patients qui rechutent parce qu'à nouveau, il y a un problème au travail ou là, avec les confinements, les trucs comme ça a à nouveau entraîné des complications. Les patients, ils ont aussi un peu rechuté parce que effectivement l'alimentation était peut-être très bien, mais il y a eu des problèmes psychologiques derrière qui ont entraîné pas forcément cette reprise de poids, mais ce mal-être à nouveau et cette envie de peut-être compenser autrement. Donc voilà, on retravaille là-dessus. Et surtout qu'après, vraiment insister sur le fait qu'avant, on voit que c'est une relation particulière avec l'alimentation et qu'en fait, après, c'est on va manger qu'une quantité de pot de yaourt. Et en fait, c'est pas, je veux dire, tu ne peux pas remplir tes besoins nutritifs et tes besoins quotidiens après quand tu reprends l'activité avec quel que soit ce que tu mets dans ton pot de yaourt. Ah oui, non, c'est sûr. La schématisation qui est faite, c'est des représentations et moi je pense que vraiment, il faut arriver à dire, c'est après retrouver la compréhension et je pense que tu fais beaucoup d'éducation thérapeutique et on fait beaucoup d'éducation thérapeutique et sur l'activité, comme tu disais, retrouver le plaisir, comprendre ses besoins et opérer. Non, on a besoin de cette alimentation pour remplir des fonctions dans notre organisme. Et en fait, ce n'est pas avec un pot de yaourt que tu vas pouvoir après reprendre ton activité, répondre à tes besoins. C'est normal que cette alimentation, elle va évoluer. Ça, c'est beaucoup de questions qui se posent sur le fait de la sensation de faim. Il y en a qui disent, moi, j'ai plus la sensation de faim. Il y a des personnes qui me contactent et qui me disent, je ne comprends pas, mais j'ai été opérée, on ne m'a pas dû m'opérer de la même manière parce que j'ai faim. Alors, au bout de 4 jours, et tout ça, c'est des trucs que je pense qu'il faut éclaircir. Parce que je pense que c'est des choses qui angoissent après les gens parce qu'ils ne se projettent pas sur le après-chirurgie. Après, la chirurgie est faite et là, ils ont des sensations qui sont totalement différentes. Est-ce que j'ai faim? Mais ce n'est pas normal parce que sinon, je vais grossir. Mais je pense que l'information aussi, des fois, est donnée trop rapidement et c'est ce qu'on voit dans l'éducation thérapeutique aussi, c'est que l'information, déjà, il faut savoir si en face,
la personne est prête à l'accueillir et si c'est son moment à elle aussi. Donc, je pense qu'il y a cette information qu'il faut répéter peut-être ou remodeler en fait pour que la personne finisse par intégrer ce qui est le bon comportement, on va dire. Ah oui. Le comportement le plus adapté. Voilà, le plus adapté. Et puis, effectivement, les repas, le comportement alimentaire va être adapté aussi en fonction des patients, en fonction de leur mode de vie. Ouais. Mais effectivement, la préparation, justement, en préopératoire, elle est très importante parce que, effectivement, il y a ce pot de yaourt, mais comment on va le remplir? Et il ne faut pas manger n'importe quoi à l'intérieur. Il faut aussi apporter les apports nécessaires à son corps pour justement pouvoir tenir, pouvoir marcher, pour pouvoir reprendre une activité physique, pour pouvoir aller travailler. C'est sûr que si dans ce pot de yaourt, on met qu'un bouillon, ça ne sert à rien. Et très souvent, d'ailleurs, il y a des patients qui ont tendance à vouloir se restreindre énormément aussi pour maigrir plus vite. Mais ça fait l'effet inverse très rapidement, où on se retrouve avec des carences, déjà, premièrement, mais aussi un poids qui stagne, une perte qui est ralentie parce qu'effectivement, le corps est vraiment en carence, est vraiment en manque. Il est sous-alimenté et il lutte justement pour ne pas perdre la masse musculaire, pour ne pas perdre aussi toute sa force. Mais c'est lié totalement aussi à l'activité physique, puisqu'il y a des personnes aussi qui ne font pas forcément, qui font, à la suite, j'ai lu quelques trucs qui disaient que je me suis remis au sport et j'ai fait beaucoup de sport, tout ça, et qu'il n'y avait pas une énorme perte derrière, parce que peut-être que la personne aussi avait négligé, on va dire, la partie nutritive. Et dans l'activité physique, c'est pareil, c'est que le rôle de la nutrition, il est primordial, parce que si il y a trop de dépenses et pas assez de nourriture, d'apport, voilà. Dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas et au contraire, ça peut là aussi engendrer d'autres problèmes. Ah oui, oui, ça c'est important. Hein. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent, j'ai constaté, moins chez les hommes et plus chez les femmes. Et notamment, de mes constats, de mes constatations, ça arrive en général vers 4-5 mois quand les patients ont bien perdu et qui commencent à se mettre, pour les femmes, à vouloir faire une activité physique pour la peau, pour un petit peu se remodeler, etc. Et là, à nouveau, elles font beaucoup de sport, 1 heure, 2 heures par jour, tout en mangeant très peu, voire rien du tout. Et là, ça devient très problématique. Donc, le but de l'opération, effectivement, c'est réapprendre à manger en fonction de ses besoins, en fonction de son activité physique, en fonction de son activité professionnelle, en fonction de son mode de vie. Mais c'est surtout pas rentrer dans un cercle vicieux de restriction ou de régime restrictif. Hein. Donc, non, c'est très important dès le début d'apprendre aux patients à manger plaisir, à manger sainement pour apporter tous les besoins nécessaires à son corps et éviter les carences post-opératoires, en fait. Sur les articulations. Oui. La nourriture des articulations, non? C'est pas ça? Oui, parce que c'est ça. Après, c'est se rendre compte que si on fait une chirurgie et si la décision est prise de faire la chirurgie, c'est pour gagner en espérance de vie et pour améliorer la santé. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'en faisant, déjà, on n'a pas la connaissance et la compétence. C'est pour ça qu'en fait, on ne vit pas avec une chirurgie comme on vit sans chirurgie. Voilà. Ah oui. Et ça, il faut en parler. Quand on a une chirurgie, il faut dire que le suivi, il est à vie, mais ce n'est pas à vie pour rien. Et c'est vraiment, moi, je pense, alors on en a discuté avant avec Nikita et Laure, je pense que vraiment, en tant que patient, il faut entendre déjà, arrêter d'écouter des choses sur le choix de la chirurgie, sur après, de toute façon, ma voisine, elle a fait ça, ou elle a fait ça, moi, je mangerai comme ça, je ferai ça. Et c'est surtout prendre conscience que, moi, je pense que cette préparation de 6 mois en amont, et là, en l'occurrence, on va parler de l'alimentation, puisque tu es diététicienne, mais c'est déjà comprendre pourquoi on fait certaines choses, voir comment on peut les modifier, comprendre nos comportements. Et en fait, la chirurgie doit venir pour être juste un accélérateur de la perte de poids, mais les habitudes, elles doivent être prises avant. La chirurgie arrive et après, c'est la continuité des habitudes. Et on voit trop de personnes pour moi qui disent, mais de toute façon, moi, je ferai après. Ouais. Et après, c'est le après. Et après, on fait quoi? On fait comme on peut. Et avant, on ne veut pas écouter, en fait. Ouais. Mais ce n'est pas juste les professionnels qui sont là pour nous embêter. C'est que vraiment, je pense que cette préparation en amont, elle est essentielle.
primordial, essentiel. C'est la clé de la réussite. Hein. Au plus on va préparer un patient en amont et au plus on va prendre le temps de le préparer, c'est pas pour l'embêter. C'est parce qu'il y a tellement de changements après derrière que s'il se prépare pas déjà en amont, ça sera un échec à long terme. Il y a tellement d'habitudes alimentaires qui doivent être modifiées, qui doivent être acquises déjà même en amont de la chirurgie, sur le fait de mastiquer, sur le fait de prendre son temps, de se poser à table, de pas trouver d'excuses. Ah ben moi au travail on me laisse pas de pause. Non, on a tout le temps forcément un temps dédié pour les repas et il faut se l'imposer. Le fait de prendre le temps de mastiquer, par exemple aussi. Souvent, on mange vite, on est pris par le travail, les enfants ou autre. Non, il faut que toutes ces habitudes soient acquises dès le début. Le fait de boire plus pour certains, le fait de ne pas boire pendant le repas pour d'autres. Enfin bref, après, toutes ces habitudes alimentaires sont presque obligatoire, essentiel à mettre en place avant l'opération. Si on ne le fait pas, le problème, c'est que si, comme tu disais, si on reporte, au moment de l'opération, qu'est-ce qu'on aura appris de la préparation? Qu'est-ce qu'on aura acquis surtout? Rien. Et du coup, ça sera très, très, très difficile de faire l'alimentation post-opératoire, les difficultés que l'on peut rencontrer, le retour au travail, gérer la maison, les enfants, etc., si on n'a pas pris les bonnes habitudes avant. Donc, ça, c'est sûr que les patients voient ça comme une punition. Des fois, ils voient ça comme une contrainte. On nous oblige à faire 6 mois de suivi préopératoire. Ça ne sert à rien. Je sais avec tous les régimes que j'ai fait, je sais ce qu'il faut faire. Ça, je l'ai entendu aussi des dizaines, des centaines de fois. Mais non, en fait, il faut vraiment s'imposer ce nouveau rythme déjà dès le début. Et surtout qu'en fait, après, si tu ne calcules pas ça en amont, parce que ça va impacter sur toute une organisation qui est différente, Oui. un mode de fonctionnement qui est différent sur tes temps de repas. Et si ce n'est pas organisé en amont, si tu as avant ta chirurgie, tu dois te le mettre en accéléré sur le après, mais là, c'est là où c'est la catastrophe. En fait. C'est sûr. Et sur les messages, donc il y a Frédéric qui dit suivez-vous des patients ou patientes uniquement opérés ou avez-vous des personnes qui ont réussi sans l'intervention chirurgicale? Alors oui, j'en vois effectivement aussi certains qui ont réussi sans l'opération. Après, j'ai envie de dire que c'est presque... Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Ou alors, c'est des patients qui ont des IMC un peu plus petits, qui sont peut-être aux alentours de 34, 33, où là, ça arrive effectivement un peu plus souvent. Après, j'ai eu des patients qui avaient des IMC, encore actuellement, qui ont des IMC à 42 et qui essaient de toute façon par eux-mêmes. Ça peut fonctionner, mais il faut vraiment, vraiment que le patient soit plus que motivé. Il faut que le patient soit clair aussi dans sa vie actuelle. Il ne faut pas qu'il ait de contraintes, de difficultés, parce qu'on sait très bien qu'une perte de poids réussie, il faut être clair dans sa tête. Hein. S'il y a des soucis professionnels, des soucis personnels, s'il y a beaucoup de choses à gérer et qu'on démarre une perte de poids sans opération, c'est compliqué parce qu'il va y avoir des phases de palier et là, si on ne les gère pas forcément bien, on peut reprendre derrière. Donc, j'en fais, mais c'est plutôt rare. Mais moi, je pense que dans ce que tu dis, franchement, avec chirurgie ou ça, moi, j'allais dans des structures où il y a des personnes qui me disaient, mais pour vous, c'est facile, vous êtes fait opérer. Moi, je considère qu'avec chirurgie ou sans chirurgie, le parcours n'est pas facile. Non. Et quand tu dis envisager une perte de poids sans chirurgie alors que la vie est compliquée, envisager une chirurgie alors que sa vie est compliquée, ça ne va pas organiser ta vie. Donc, je pense c'est vraiment vivre avec une maladie chronique qui est l'obésité, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a comme travers. Mais par contre, avant tout, le choix, la chirurgie ne doit pas être une obligation, une contrainte. Il faut que le patient décide d'y aller. Et moi, je vois qu'il y a des personnes qui commencent un travail et qui commencent à faire des choses. Ils améliorent la perte de poids et puis parce que justement, il y a trop de poids. Et c'est là où le travail il est abouti. Il y a trop de poids, mais il commence à perdre du poids tout seul, il met des choses en place. Et puis après, la chirurgie vient parce qu'il y a eu 10, 15 kilos, 20 kilos de perdu, et puis il en reste 50 derrière, et là le palier arrive, et là c'est long. Mais en fait, la chirurgie arrive comme hop, à ce temps-là, mais en fait, ça va être une continuité. Ah oui. Améliorer la perte de poids plus rapidement, mais tout sera pris en amont en fait. Ah ben, bien évidemment. Il n'y a pas la perte de poids avec une chirurgie ou sans chirurgie. Je pense que c'est vraiment tout un contexte environnemental, sociétal, professionnel, une réflexion sur soi-même
aussi, sur pourquoi je suis obèse, mon obésité, elle représente quoi. Et après, une fois que tu as commencé ce travail-là, tu fais le choix de pas chirurgie ou chirurgie. Oui. Et je te dis ça parce que des fois, il y en a qui te disent, ouais, non, mais en fait, maintenant, mais vous êtes les personnes qui viennent à votre association, vous les faites tous opérer parce que vous êtes opérés. Ah non, moi, je ne choisis pas déjà pour les gens. Et en fin de compte, quand on regarde les personnes que j'ai à l'association, il y a peu de personnes qui sont opérées. Et, oui, oui. C'est le choix de chacun. Hein. C'est le choix de chacun. Et, puis, nous, on n'a pas influencé ou non là-dedans. On n'a pas influencé, mais c'est surtout la décision de chacun et c'est surtout un outil. Ce n'est pas un traitement. Ah non. Et en plus de ça, sur le après, c'est pas la vie, c'est super, c'est pas les buni oui après la chirurgie, quoi. Il y a malheureusement, non. Parce que c'est la vie, tout court. En fait, je pense, celui qui a une vie maintenant où tout est parfait en harmonie, qu'il soit obèse ou pas obèse, enfin, la vie, elle est compliquée pour tout le monde. Oui. Et c'est surtout, je pense qu'il faut rester conscient, prendre conscience qu'en fin de compte, le taf, il faut que nous, on le fasse, qu'il y a plein de professionnels de choses autour de nous qui peuvent nous y aider, mais que ça soit chirurgie, sans chirurgie, le processus, il est le même, d'acceptation de ce qu'on est, de comprendre pourquoi on est comme ça, de voir un peu quelles sont les difficultés qui nous ont amenés à ça, d'y travailler dessus, et puis après, comprendre le rapport avec l'alimentation, comprendre plein de choses, et tout ça, ça va être un processus, et puis après, la chirurgie vient ou ne vient pas, mais c'est ça qui va faire que sur que ça marchera, peu importe. Pérenne, c'est ça. Oui. Exactement. Peu importe la décision finale d'une chirurgie ou pas, si déjà le patient il a acquis les bonnes habitudes, qu'il a pris conscience de certaines choses au niveau des repas, au niveau de lui-même aussi, hein, c'est très important aussi de se recentrer sur soi, sur une perte de poids, peu importe chirurgie ou pas chirurgie. Et effectivement, hein, il y a des patients au final que je suis sur 6-7 mois et qui décident certaines, voilà, parce qu'ils ont bien perdu, qui décident, comme tu disais, de se lancer dans la chirurgie. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi maintenant, j'ai bien compris, je veux encore continuer à perdre mes kilos. Et on ne peut pas décider effectivement pour le patient parce que si on pousse le patient vers la chirurgie, dans tous les cas, on sait que ça sera un échec parce que ça ne sera pas sa décision à lui, mais la nôtre. Donc ça, je pense, toi comme moi, enfin vous comme moi, on sait très bien que ce n'est pas la solution. Et le travail en amont est essentiel pour que le patient déjà s'accepte, se recentre sur lui et surtout, il s'accepte déjà avec son poids de départ. C'est très important, ça aussi, je pense, ce travail-là, dans la globalité de sa vie, qui s'accepte au travail, qui s'accepte dans sa vie de famille, qui trouve sa place. Déjà, c'est important. Parce que s'il se fait opérer, mais qu'il ne sait pas où il est dans sa place au niveau de la vie, ça va être plus compliqué pour après, à nouveau, de retrouver sa place. Et puis, quand tu parles de trouver sa place, justement, et de s'accepter comme il est, en plus, après la chirurgie, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais l'image corporelle, elle est complètement chamboulée et la représentation de son corps est complètement chamboulée. Donc, déjà, c'est assez compliqué quand je sais qu'avec Annick, durant mon premier stage, elle avait fait un atelier sur justement la représentation du corps sur des personnes, alors il y en avait certains qui étaient opérés, d'autres non, et de se dessiner en fait, par exemple. Et là, déjà, le schéma corporel était... la représentation de son corps était totalement mélangée, comment on appelle ça, extrapolée. Ouais. Et après, en plus de ça, quand après il y a perte de poids, alors là, on demande encore au cerveau de réfléchir à comment on est. Et si on n'arrive pas à s'accepter et on n'arrive pas à savoir qui l'on est aussi par la même occasion, forcément, le dessin ne sera pas forcément... changer alors que la personne a potentiellement perdu 50 kilos. C'est la perception. Et puis surtout, moi j'insiste sur ça parce que je pense que c'est pas laisser croire des choses. Il y en a qui ont de la chance de se faire opérer, d'autres pas. Parce que la chirurgie, elle n'est pas accessible à tous. Voilà. Parce que suivant les critères, suivant les problématiques psychiatriques que tu as, tu ne veux pas être validé. Parce que on juge que potentiellement, il y a plus de risques. Il y a des personnes qui sont en rémission de cancer et qui veulent avoir une chirurgie. Et si tu n'es pas forcément, eh ben, on te dit non. Et en fait, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi, j'y ai pas droit. Et il y a 11 ans que que j'ai cette association. Et chaque fois, j'en parle parce que mon combat, il est aussi là-dedans. C'est pas parce que on vous dit non
qu'à un moment donné, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de dire il n'y a que la chirurgie qui va faire que tu peux réussir ta vie. Parce qu'il y a deux personnes, et chaque fois, j'y pense tout le temps. Il y a deux personnes, justement, on a refusé cette chirurgie et elles n'ont pas compris pourquoi elles, en fait. Donc, ça les a mis dans un état et malheureusement, elles ne sont pas mortes d'obésité parce qu'elles étaient malades. C'est parce que, justement, on ne leur donnait pas la chance d'être heureuses, en fait. Et moi, c'est toujours important quand tu fais des réunions, justement, autour de la chirurgie bariatrique, c'est de dire que même si on ne vous valide pas, même si pour maintes raisons, vous ne pouvez pas prétendre à la chirurgie, il y a toujours des solutions qui sont possibles et envisageables et qu'une équipe pluridisciplinaire sera toujours là et doit toujours vous aider. Et puis, en plus de ça, j'entends aussi beaucoup, des fois, des professionnels, quand les patients y vont, qui disent, mais de toute façon, pour vous, il n'y a que la chirurgie, il faut aller à la chirurgie, il n'y a que la chirurgie. Et les gens me disent, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et chaque fois qu'ils vont en consultation, de toute façon, tant que vous ne ferez pas opérer, vous n'y arriverez pas. Ça, ce n'est pas possible, en fait. Voilà. C'est pas où je me fais opérer, je ne me fais pas opérer. C'est chacun, après, en fonction de son histoire. Et il n'y a pas, si vous n'avez pas de chirurgie, ce n'est pas pour ça qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas résoudre un petit peu et votre histoire de santé et améliorer tout ça, en fait. Parce que chacun, on a droit. C'est quand même limitant, en fait, quand on parle beaucoup de chirurgie bariatrique, on dit, ben oui, je vais y aller parce que comme ça, maintenant. Et puis, il faut penser qu'il y en a qui vont en consultation et que ces gens en consultation, ben, on leur dit non. Voilà. On leur dit non parce que vous ne pouvez pas, parce que pas assez d'IMC. Donc, les gens vont prendre du poids comme ça, ils seront dans l'IMC. Parce qu'il y a un traitement, parce qu'il y a une maladie qui fait qu'à un moment donné. Et ces gens-là, il faut continuer à leur donner, c'est même pas de l'espoir. Moi, j'en suis persuadée qu'il y a des solutions. Mais alors, oui, il y en a. Pas aussi radical et efficace comme les personnes croient quand ça va se passer avec la chirurgie, mais c'est que des croyances, en fait. Mais en fait, l'essentiel, c'est que chacun trouve sa solution et sa voie. Oui. Après, la solution, effectivement, il faut en parler à son équipe, en parler à son médecin. Et puis, je vous dis, je pense qu'une perte de poids, pourquoi pas naturelle dans un premier temps, peut aussi être important, peut aussi remettre le patient en confiance, à son aise. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur d'en parler lors des consultations au médecin, à la diététicienne, ou peu importe. Il faut dire son ressenti pour que justement on puisse trouver des solutions ensemble. Ça, c'est vraiment, ça part déjà dès le début, c'est de la confiance, de la confiance et de la relation qu'on a avec le professionnel de santé. En fait. Parce que des fois, là aussi, ça peut bloquer parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. Et donc, la personne n'arrive pas à poser ses questions, n'arrive pas forcément à se livrer. Mais il y a, comme dit Annick, il y a toujours des solutions. Et par exemple, alors, je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais par exemple, le groupe chirurgie bariatrique sur le Facebook, par exemple, eh bien, ça peut être un outil qui peut être utilisé parce que nous, on n'est pas professionnel de santé, certes, mais par contre, on peut aussi orienter, on peut amener quand même quelques informations sur lesquelles on connaît la réponse. Et ça peut être aussi plus facile pour une personne de se confier à une personne d'expérience, en fait. Mais oui, je suis d'accord. Déjà, il laisse le choix. Et moi, au début, je disais, oui, mais parce que je suis opérée, parce que, en fait, c'est un peu la transmission par les pairs. C'est de dire, en fait, les gens n'entendent pas parce qu'en face, il y a des professionnels. Et moi, je pensais que vraiment, en allant et en me livrant, d'accord, c'est une réussite pour vous, mais moi, ma réussite, elle n'est pas avoir perdu tant de kilos. Ma réussite, elle est autre chose. Et vraiment, je le pense sincèrement. Les gens me disent, mais c'est pas possible. Mais si, parce que j'ai appris qui j'étais, fait, ça va au-delà de ce poids. Moi, si j'étais venue il y a 11 ans en arrière et parler, j'étais sur ça. C'est ça qui fait l'évolution. Et c'est ça qui fait que la transmission des personnes qui ont appris, c'est pas un savoir supplémentaire, mais c'est pas qu'on est supérieur aux autres. Et en fait, à un moment donné, tu sors du cadre, mais tu n'es plus patiente parce que toi, tu n'as plus les mêmes problèmes que moi, donc tu ne peux pas comprendre. Et c'est ça que je reçois. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Mais maintenant, je pense que je peux plus me positionner sur le fait que des professionnels, ils sont là pour essayer de donner. Mais après, la solution et le libre arbitre restent aux patients, en fait. Oui. Et puis chacun aura sa solution. Hein. Chaque patient aura une solution différente. Et c'est pour ça que c'est très important aussi d'en parler à son entourage, d'en parler, aux associations comme vous, tout ça. C'est essentiel parce que
la solution de la perte de poids, comme on nous dit, c'est pas que la chirurgie. Il y a plusieurs possibilités. Et si on n'en parle pas, si on se bloque là-dessus, déjà, il y a un peu il y aura un peu de la tristesse, de la déception, qui engendrera d'autres problématiques. Donc, c'est pas bon. Donc, au contraire, il faut en parler. Et vous, justement, l'association que vous avez, c'est très bien. Vous avez un regard extérieur au côté médical aussi. Et c'est important pour les patients aussi. Des fois, ils peuvent se sentir rassurés. Le côté aussi peut-être plus humain que face à un professionnel, etc. Ça peut aider, hein. Mais on n'a pas, c'est ça que je te dis, on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent en amont de la chirurgie. Dans l'association, non. En amont de la chirurgie, les personnes ne veulent pas forcément, c'est ça. Le choix reste à chacun. Moi, quand des fois je vois des personnes et que je leur dis, arrêtez s'il vous plaît de raconter le discours, j'ai pipoté le psychologue, j'ai dit à la diététicienne que je mangeais bien. Mais à un moment donné, c'est votre vie que vous allez écrire. Mais sauf que, voilà, les personnes, elles sont, et on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un avant la chirurgie où tu penses que ça va se passer et que voilà, tu as ton processus comme ça parce que tu as vu que ça s'est bien passé, et quelqu'un qui va venir dire, eh bien oui, ça va bien se passer, mais sauf qu'il y a tout ça à faire, ce travail à faire. On n'a pas envie de l'entendre. Hein. Quand tu regardes depuis 10 ans que j'ai l'association et plus spécifiquement depuis 7 ans ou vraiment 6 ans que j'accompagne des personnes à la chirurgie, sur le avant-chirurgie, j'en ai très peu. C'est vrai, d'accord. Ouais. J'ai peur de savoir les choses aussi. Sur après la chirurgie, j'en ai quand ils sont un peu embêtés, c'est comme toi. Quand des fois, on allait à l'hôpital et qu'on me disait, mais on est contente parce que même si vous allez bien, vous revenez me voir en fait. Oui. Et quand le téléphone sonne au bout de 2 ans et que je me dis, mon Dieu, mais c'est pas pour me dire bonjour, je vais bien, je voulais te donner mes nouvelles. Bien souvent, c'est parce que, oh là là, j'ai repris. Et donc, c'est ça en fait, c'est qu'au-delà des solutions, c'est chacun à son libre arbitre et son choix en fait. Par contre, on ne peut pas, et ça, moi ça me frustre personnellement, hein, les gens s'ils ne veulent pas entendre et s'ils ne veulent pas comprendre, ils feront leur truc, ils feront leur choix. On pourra pas, ouais, mais là ça sera du coup compliqué aussi. Bon, on ne peut pas effectivement leur dire de faire la chirurgie ou pas. Mais par contre, je trouve ça dommage qu'ils se braquent dès le début par rapport aux conseils peut-être alimentaires ou autres, hein, comme tu dis, qui vont en consulte et qui essaient un peu de nous raconter des histoires ou autres. En réalité, c'est vraiment dommage parce que c'est mettre en échec leur suivi, peu importe chirurgie ou pas chirurgie, mais ça met en échec leur perte de poids dans tous les cas. Donc, ce que je dis, ça ne sert à rien en fait. Et c'est ça que moi je pense que c'est ça le message, c'est qu'en fait ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux, comme vous disiez, il vaut mieux être dans le truc de dire vraiment, j'ai ça, les grignotages, j'en ai encore parce que dans ce contexte-là, mais jamais ça sera, on dira, non, vous n'aurez pas parce que vous dites que vous grignotez encore un peu. Quoi. Ah non, pas du tout. Être clair, je trouve que ce message-là, il est important à faire passer. Oui. On n'est pas, vous les professionnels, ou même, on n'est pas des donneurs de leçons. On est juste des personnes qui sont un peu plus habituées à une expérience et parce que sur des compétences différentes. Et ça, vraiment, si les personnes qui ont besoin de tout ça peuvent prendre ça en considération, ça éviterait bien de problématiques, de reprises. Parce qu'en fait, au bout du compte, si on veut changer et si on veut que les modifications perdurent et durent, c'est toute cette préparation en amont où c'est pas rencontrer des donneurs de leçons, c'est amener une réflexion pour que, en fait, on arrête le truc yo-yo et bien évidemment. Bien évidemment. C'est ce que je dis depuis le début. Moi, dans ce métier, pourquoi avoir choisi ça, c'est pour pouvoir faire évoluer un petit peu la perception de l'alimentation au niveau des patients, pour essayer de leur faire changer mode de vie. C'est pas pour leur donner des leçons. Au contraire, c'est vraiment pour que eux-mêmes prennent conscience peut-être de leurs difficultés, de leurs problématiques, puissent mettre le doigt dessus et savoir comment résoudre cette problématique à long terme. C'est pas donner des leçons et là, moi, je suis pas contente d'en donner des leçons. Bien au contraire, pour moi, c'est presque un échec en fait. Non, pour moi la réussite c'est que le patient comprenne qu'on travaille ensemble avant sur un suivi, etc. pour
prenne ses bonnes habitudes et qu'il soit conscient. C'est pas parce qu'il va me dire qu'il grignote que je vais dire, bah, oulala, vous n'allez pas vous faire opérer, ça va être un échec. Non, pourquoi vous grignotez? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment? Et essayer de travailler justement là-dessus pour trouver des solutions. Mais c'est pas une donner de leçons, c'est trouver des solutions ensemble. Et on se fait plus gros. Enfin, dans le bon accompagnement, je trouve que voilà, on se fait plus gronder. C'est plus oh là là, c'est pas bien, t'as pas bien fait. C'est oser dire pour que justement l'équipe elle vous aide, en fait, au contraire. C'est ça. Je vais lire un peu les commentaires parce que oui, pardon, vas-y. On prend du poids petit à petit depuis de nombreuses années et si on n'a pas l'habitude ni le corps de perdre de très nombreux kilos en peu de temps. Donc ça c'est Frédéric. Asia qui dit je pense que même si moi c'est le minimum, ce n'est pas forcément suffisant pour tout le monde, c'est un gros travail mental. Exact. Asia qui dit ni une contrainte ni un miracle. Donc là elle parlait de quand tu disais sur la chirurgie, sur le choix de la chirurgie. Frédéric qui dit ce sera un combat au quotidien jusqu'à la fin de nos jours et savoir bien s'entourer de très belles personnes qui comprennent ce que l'on ressent, à qui on peut se confier et être à l'écoute. Et ensuite, il a dit j'aime ce que Kanik dit car elle lit dans ma pensée respect. Et bonsoir, Potiro. Très bien. Bon, non, mais c'est pas dit, mais Annick fait don de voyance. Ah oui, c'est ça. Bon, il fallait me le dire. Oui. Dans le café, par contre. Elle ne lit que dans le café. Bon, demain matin, je viens jusqu'à Montpellier pour que tu lises dans mon café. Non, mais même à distance, maintenant, je pratique la visio, tu sais. Et une petite photo de ton café. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'après, Frédéric, je pense que et puis, quand des fois, il y en a qui me disent « Oh, mais en fait, il n'y a pas de miracle dans tout ça. » Voilà. Je me suis ramassée, j'ai appris et maintenant, je vous dis, en fait. Si vous voulez pas vous ramasser, c'est l'expérience qui fait que… Et en fait, on dit la vieille ne voulait pas mourir parce qu'elle en prenait tous les jours. Et bien, dans les expériences que tu vis, c'est la même chose. Et quand on dit c'est un combat de chaque instant, après, Dieu sait que sur le combat, et après, on mène un combat pour sa vie ou pour vivre, voilà, pour rester en vie et pour sa vie, en fait. On n'est pas sur le même combat. Mais après, maintenant, j'ai décidé de vivre et de mener mon combat. Et ce n'est pas le combat que j'aurais décidé. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas regretter et que si j'étais passée, et je le dis souvent, hein, même maintenant à 11 ans et qu'on n'a pas forcément encore des solutions et qu'on n'en aura jamais, eh bien, jamais, je n'ai aucun regret et je ne changerai pas une virgule, pas un point dans tout ce qui s'est passé. Parce que je pense que je serais sortie au bout de 4 jours de l'hôpital et je n'aurais pas eu rien, je n'aurais pas compris et je n'aurais pas cherché à comprendre. Le fait d'avoir eu ces complications-là, eh bien, ça m'a permis de comprendre d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait. Et l'autre jour, il y a Françoise qui me disait, parce qu'elle aussi, elle a eu des complications, et elle me dit, j'ai une question à te poser. Alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même, Françoise. Elle me dit, mais est-ce que tu regrettes de t'être fait opérer? Je ne regrette pas de m'être fait opérer, mais surtout, je ne suis pas, je suis pas heureuse de m'avoir fait opérer pour la raison de la perte de poids. Alors qu'il y a 11 ans, c'était la réponse que je dis. C'est rentrer dans une IEM, c'est normal et ça sera bien et voilà. Et maintenant, c'est cette chance-là, quelque part, d'avoir… ça m'a permis vraiment de me connaître, de comprendre, de savoir comment ça se passe à l'intérieur aussi. Parce que des fois, on me dit « Ah, mais tu sais beaucoup de choses. » Mais parce que j'ai été obligée d'apprendre des connaissances pour justement, quand tu parlais d'autonomie, pour arriver à comprendre comment je devais faire, pourquoi la mastication, comment je pouvais éviter d'avoir des douleurs, comment je pouvais éviter. Mais après, il faut avoir la connaissance. Alors, je ne vais pas être prof d'anatomie du tube digestif. Par contre, je sais certaines choses. Et en fait, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est qu'en fait, par expérience, et c'est toujours pareil. Et c'est surtout pas dire, ah tu vois, je te l'avais dit. Non. En fait, les gens, ils y vont, ils testent, ils font. Et puis après, ils voient comme ça se passe. Parce que c'est ça l'apprentissage aussi. Et c'est l'apprentissage aussi de vivre avec une chirurgie. Et on croit savoir parce qu'on aimerait savoir, on aimerait croire que ça va aller vite et entendre que ce qu'on voudrait entendre. Et on est tous comme ça. Hein.
Et on est impatient, et là, vite, vite, vite. Et puis après, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a pas Madame Irma, parce que sinon, je vais me mettre à chercher les numéros du loto et ça m'arrangerait bien. C'est juste parce que tu écoutes les gens, parce que tu as les... Et puis en plus de ça, moi, les gens, il n'y a pas que mon expérience à moi. J'ai appris beaucoup des autres aussi, en les écoutant, en m'intéressant aux histoires de chacun, parce que tu as ton histoire à toi et tu as les autres, en fait. Et les autres m'ont beaucoup apporté dans mon combat à moi. Et en fait, ce combat, après, quand c'est toi qui l'as décidé, tu ne le subis pas. Et ton combat, tu te lèves le matin et tu décides de partir au truc parce que c'est toi qui l'as décidé. Et quand tu subis, ce n'est pas la même chose, en fait. Non. Ah ben non. C'est bien de faire son propre combat. Oui, oui. Il y a Martine Elbert qui dit « Moi, j'ai eu la dérivation bilio-pancréatique du switch. Est-ce qu'une personne connaît? J'ai perdu 95 kilos. C'est une très lourde opération car diminution de l'estomac et plus de 1,50 m d'intestin sur 7. » Mais est-ce que c'est comment son prénom? Martine. Martine. Donc, Martine, avant d'avoir la dérivation bilio-pancréatique, qui est, comme vous dites, c'est une chirurgie qui est quand même assez lourde et en principe, en dernière intention et sur une préconisation bien spécifique et sur le suivi aussi et puis sur les risques opératoires. Est-ce que tu avais, je sais pas, on s'est dit tu. On se dit dessus ce soir. Est-ce que tu avais, Martine, eu une autre chirurgie? Et est-ce que cette chirurgie est venue en deuxième intention ou troisième intention après un bypass, ou est-ce qu'il y avait des complications l'une ou l'autre? Et c'est une opération. Oui, parce qu'en fait, la dérivation bilio-pancréatique, parce que quand on parlait, que l'autre jour, on a parlé de la chirurgie bariatrique, donc on a parlé de l'anneau, on a parlé du bypass et on a parlé de la sleeve. La dérivation bilio-pancréatique, c'est une technique qui est aussi validée sur certains patients et c'est une chirurgie qui est assez conséquente. Donc, est-ce que tu peux, juste en 2 mots, expliquer un petit peu en quoi elle consiste et surtout le post-opératoire? Je pense qu'il y a beaucoup sur des carences. Désolée. C'est les aléas du direct. Oui, donc du coup, en fait, c'est une chirurgie souvent qui vient en deuxième intention, voire troisième intention en réalité, parce qu'elle est plutôt très, très lourde. Et en plus de ça, alors après, des fois, il y a des chirurgiens, alors après, ça dépend aussi les centres, des chirurgiens, etc., mais qui la font pour des patients qui ont vraiment un IMC très, très, très haut avant de faire bypass. On sait très bien qu'un bypass, une sleeve, n'entraînera pas autant de perte de poids que cette chirurgie-là. Mais par contre, cette chirurgie peut entraîner quand même pas mal de carences post-opératoires parce que justement, on élimine une grande partie de l'intestin. Donc, toutes les vitamines et minéraux qui sont censés être assimilés par l'organisme à cet endroit est supprimé. Donc, forcément, cette chirurgie, elle est pas souvent faite et quand elle est faite, c'est vraiment la dernière possibilité parce qu'il peut y avoir de grandes carences, des diarrhées, des problèmes un peu aussi. Alors, ça dépend, c'est le carences en vitamines, etc. Ça peut provoquer de gros problèmes aussi neurologiques, etc. Sur le fer aussi, non? Sur l'assimilation du fer. Oui, voilà, de tous les minéraux dans le fer, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'anémie. Sur Montpellier, et en fait, il a des grosses anémies, en fait. Alors après, les études, on n'arrive pas forcément à donner, mais quand même, on voit qu'il y a des conséquences sur beaucoup de carences et des anémies qui sont données. C'est pour ça que le suivi avec une chirurgie comme ça, alors là, c'est plus qu'obligatoire. Surtout les 2-3 premières années, c'est des prises de sang régulières, biologiques et vitaminiques. C'est aussi le suivi peut-être psy, parce que forcément, ça va vraiment changer notre façon de s'alimenter, de vivre. Je vous dis, des fois, ça peut entraîner des diarrhées à répétition. Donc, notre fonctionnement de travail, maison, etc. peut vraiment totalement changer. Donc, c'est une opération qui est plutôt lourde. Après, il faudrait savoir, voilà, est-ce qu'elle a déjà fait une opération avant? Est-ce que son IMC elle a dit que c'était la première intervention parce que c'était par rapport à son diabète qui était très grave. Et là, elle vient de rajouter, je l'ai fait, mais aucun regret, car autrement, je serais tombée aveugle et amputée. Donc oui. C'est peut-être le diabète qui a fait ça, oui. Voilà, et elle confirme sur les carences.
Et elle a dit, je suis suivie tous les ans à Angers au CHU. Oui, voilà, parce que faut vraiment un suivi. Alors après, peut-être qu'avec le diabète, c'était peut-être la seule solution. Peut-être son niveau de diabète était vraiment très important. Peut-être que le chirurgien a pensé qu'avec la scie ou le bypass, le diabète n'allait peut-être pas se rétablir aussi rapidement. Hein. Je dis, chaque chirurgien, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, chaque chirurgien a un petit peu ses protocoles, ses façons de faire. Donc là, je ne connaissant pas trop le dossier, voilà. C'est surtout ce qu'elle dit sur le… Attends, elle disait qu'elle avait été opérée où? Angers. Enfin, elle a dit tout Ah, le suivi à Angers. je croyais qu'elle disait elle s'était fait opérer à 7 ans. Mais après, c'est ça aussi. Je pense que c'est des chirurgies, comme disait Martine, qui sont très lourdes. Après, si elles sont faites, ben justement, c'est pour améliorer, parce que les professionnels et l'équipe considèrent que. Mais après, toi, je ne sais pas là où tu travailles sur les deux cliniques, mais quand même, c'est des équipes enfin, c'est des chirurgies. Angers, c'est un grand centre, enfin, il y a un grand centre qui est bien connu sur. Donc, ce n'est pas la dérivation bélico-rhétique, elle n'est pas faite. Moi, le monsieur que je connais qui s'est fait opérer sur Montpellier, il venait de l'hôpital il était de la Drôme en fait. Donc, c'est des techniques qui sont faites par des équipes quand même qui ont l'habitude de faire ça et qui sont organisées bien en amont. Oui. C'est pas une cible, un bypass, quoi. Voilà. Non, non. Et il faut aussi que la salle de bloc opératoire soit aussi aménagée avec le matériel nécessaire. Hein. On ne sait jamais ce qui se passait. Et donc, pas toutes les cliniques ou les hôpitaux ont le matériel nécessaire. Donc, effectivement. Est-ce que c'est à la clinique de l'Anjou? Voilà, Docteur Topar. C'est ça. Et je ne travaille plus car trop de carences et beaucoup d'anémie. Et il y a Titi Hulin qui dit, moi, je ne suis pas contente. J'ai fait un bypass et beaucoup trop de soucis. Ben pareil, après le bypass, en réalité, il faudrait voir, je ne sais pas ce qu'il appelle souci, hein, mais est-ce que c'est, il faut faire un suivi aussi régulier, voir est-ce qu'il y a des carences en vitamines, est-ce qu'il y a des carences en minéraux comme le fer, le magnésium, etc. Après, pareil, est-ce que au niveau des repas, son alimentation elle est quand même bien équilibrée, parce que si l'alimentation elle n'est pas bien équilibrée, qu'il ne fait pas forcément ses repas à l'heure physique, etc., ça peut provoquer aussi une fatigue, des carences, un mal-être. Hein. On revient toujours un petit peu, au final, à l'alimentation équilibrée. Si on mange bien, en général, alors je dis pas pour tout le monde, après il peut y avoir des problèmes vraiment physiologiques importants, mais en général, en s'alimentant bien, en prenant vraiment le temps de faire son suivi, normalement on résout pas mal de problèmes. Après, je sais pas. Là. Et en plus, je pense que aucune carence, je suis en invalidité. Là. Mais par contre, Titi, voilà, Titi. Est-ce que tu peux justement, tu dis que tu n'es pas contente du fait de ton bypass, beaucoup de soucis, qu'est-ce que tu mets dans les soucis? Mais je pense aussi l'alimentation après chirurgie, on doit aussi réfléchir sur qu'est-ce qui peut, parce que ça, c'est pas écrit, je pense, chaque patient en est différent, sur des diarrhées qui peuvent être là. Alors, tu peux avoir une alimentation, mais il y a certains aliments que tu ne sais pas pourquoi. Certaines personnes vont tolérer ou pas tolérer. Et d'autres non. Voilà, et d'autres non. Et moi, au début, j'étais beaucoup au café. Et à un moment donné, on me disait non, pas de lait parce que c'est trop lourd, parce que tu ne vas pas le digérer. Et en fait, je ne pouvais pas boire mon café sans lait. Et en fait, moi, je le digérais bien. Et pour d'autres, c'était pas. Donc, c'est aussi, ça nous oblige à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai pu manger qui a pu me faire avoir une diarrhée, dans quel contexte, un peu trop chaud, un peu trop froid. Il faut s'analyser totalement. En fait, ça me fait mal au ventre. Mais ça, il n'y a que nous qu'on peut arriver à dire, j'ai réfléchi à ça. Et puis après, venir te voir en consultation. Moi, je sais que… mais bien évidemment. Mais déjà, il faut que le patient, effectivement, analyse. Moi, souvent, les patients, ils m'appellent, je ne vais pas bien, je vomis, j'ai des diarrhées, etc. Je leur dis, avant que l'on se voit en consultation, déjà par téléphone, qu'avez-vous mangé ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures, réfléchissez. À chaque fois, maintenant que vous allez manger, essayez d'analyser. Est-ce que vous n'avez pas mangé trop d'aliments fibres, ou est-ce pas manger trop de ça, trop de ça. Et en fait, il faut que le patient prenne vraiment le rôle principal
dans ce suivi de chirurgie. C'est très, très important que le patient se pose ce genre de questions. Et après, pareil, alors je vais parler un peu de l'alimentation post-op, mais c'est vrai que des fois aussi, il peut y avoir des complications parce qu'on ne respecte pas forcément les protocoles du chirurgien. Voilà. Soit on va vouloir se réalimenter un peu trop vite, on ne va pas vouloir faire les textures, peut-être qu'on va vouloir faire un petit écart, c'est pas grave, personne ne le saura. Et bien en fait, c'est peut-être ça aussi qui va fragiliser, qui va inflammer tout le tube digestif et qui peut provoquer des diarrhées ou au contraire des constipations, au contraire des nausées. Donc là aussi, il faut essayer de… Tout le temps de repas, on le voit beaucoup, tu vois, sur le fait de manger trop vite. Il y en a plein qui disent, mais de toute façon, je mange 2 cuillères. Après, tu les vois quand tu vas les voir, mettons, en chambre. Toi, tu vas aller voir en chambre. Ils te disent, oh, je ne comprends pas, ça a bloqué, pourtant, je mange lentement. Et en fin de compte, pour eux, déjà, 5-10 minutes pour 3-4 cuillères, c'est bon. Mais vraiment, manger lentement, c'est-à-dire que ta compote ou tes 5 cuillères ou 6 cuillères de compote, tu es à 30 minutes, 40 oui, oui. minutes. Et donc, quand tu manges un repas, entrée, plat, dessert et que tu le manges en 10 minutes et encore montre en main, ouais, c'est sûr qu'après, pour toi, de manger 3 cuillères de compote en 5 minutes, c'est déjà assez lentement, en fait. Mais non, c'est vraiment aussi comprendre que le pas vite, c'est le pas vite, en fait. Et peu importe la quantité que tu prends, cette quantité, elle doit être prise sur… et apprendre à vous connaître et surtout faire le retour. Parce que si votre professionnel vous y expliquez qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, et bien lui aussi va pouvoir détricoter certaines choses. Et la petite chose que nous, on n'aura peut-être pas vue, et bien lui, ça va lui mettre la puce à l'oreille, il va dire, ah ben, essayez comme ça, vous faites ça en fait. Donc, et oui, parce que justement, j'avais eu un cas d'une patiente qui me disait au bout de 2 cuillères à chaque fois, mais même au bout de 2, 3 mois, 4 mois, 2 cuillères, j'arrive plus à manger, j'ai plus faim, ça va pas, j'ai plus faim. Alors, je lui disais, vous êtes sûr que vous mangez doucement? Oui, je prends mes 2 cuillères, je les espace, je prends mon thym, etc. Et en fait, il a fallu qu'un jour, je dise qu'elle vienne en consultation avec son mari, et c'est son mari qui, en fait, a analysé que la première bouchée, elle a mangé trop vite, mais la patiente ne s'en rendait pas compte. Pour elle, elle mangeait doucement, mais la première, elle a mastiqué. Et du coup, forcément, ça bloquait tout le reste. Et oui, c'est des choses comme ça, et c'est en posant un peu des questions, peut-être aussi en posant la question à l'entourage, tout simplement, parce que des fois, on n'arrive pas, nous, en mangeant, à se rendre compte aussi. Mais c'est pour ça que c'est important vraiment d'en parler justement aux professionnels concernés pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Il y a aussi, parce qu'on oublie, en fait, à un certain âge, quand on est bébé, forcément, on s'écoute et on hurle quand on a faim. Donc, forcément. Mais après, c'est vrai que ça, on nous le fait oublier totalement dans la vie de tous les jours. C'est qu'il y a des heures pour manger, il y a des… Voilà, dans la vie quotidienne, en fait, on ne pense pas forcément à s'écouter. Et forcément, quand là, on arrive dans des situations comme ça, à un moment donné, là, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix que de s'écouter. Et forcément, c'est un réapprentissage, tout ça. Ah, exactement. J'en profite pour lire la réponse de Titi Hulin qui dit « Je suis à 6 opérations en 2 ans suite à une occlusion intestinale et depuis, je ne suis jamais bien au niveau du ventre, toujours constipée. » Et ensuite, il y a Martine Hulbert qui nous dit « Je suis à 50 kilos depuis peu, mais j'ai longtemps été à 45-44. Mais une chose, je mange très peu à chaque repas, ce qui m'oblige à manger très souvent, même la nuit où l'estomac réclame. Je n'ai plus du tout de diarrhée. Cela fera 10 ans le 1er juin que j'ai eu cette opération. Je souhaite beaucoup de courage à tous. Bisous, je vous laisse. » Et ce que disait ça aussi, le fait de manger entre les repas quand on est opéré, ça s'appelle du fractionné. Mais oui. C'est-à-dire que si vous faites péter vos collations, vous n'allez pas avoir suffisamment vos apports. Alors, s'il vous plaît, je sais que c'est compliqué à comprendre parce qu'on vous a toujours grondé, parce que vous allez manger entre les repas. Quand vous êtes opéré, n'ayez pas peur de fractionner au lieu d'arriver à dire non, mais j'en peux plus et après je passe au repas. Les 3 principaux repas, et n'ayez pas peur, et là je vous parle d'expérience, n'ayez pas peur de dire que moi des fois je suis à 6-7, ça dépend des jours, c'est pas régulier, mais des fois je suis à 6-7 prises alimentaires par jour et même des fois plus, parce que justement c'est un peu, tu remplis
un plateau de ce qu'il te faut parce que tu sais que tu as besoin de ça, parce que sinon, les carences, parce que la dénutrition ne va pas s'améliorer. Et en fait, à la fin de ta journée, il faut que tu aies fini. Et ça ne n'incite pas plus à manger et ça n'entraîne pas une habitude à manger. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas la sensation de faim. Donc, il faut arrêter, je pense, il est important, c'est pas il faut arrêter, il est important de réfléchir que sur les comportements alimentaires, sur le après, quand on est en fractionné, ce n'est pas du grignotage. Oui. Et que pour certains, c'est impossible de prendre ce qu'il nous faut en quantité nutritive, qualitative au repas. Donc, en fait, fractionner et faire plusieurs petits repas, et bien, si c'est comme ça que vous pouvez aller sur certaines périodes, parce qu'il y a des périodes où il n'y a plus de stress, où on est moins bien, où on est plus contrarié, donc ça va bloquer, on ne mange pas. Et bien là, alors ça, je vous le dis aussi, là, quand on fait comme ça et qu'on pense qu'on s'écoute et on se croit tellement qu'on se connaît tellement bien, et bien là, il y a 1 an et demi, 2 ans, il te tombe sur la figure qu'à un moment donné, tu crois tellement bien te connaître que tu ne fais plus attention. Les autres personnes qui t'entourent pensent que tu te connais tellement bien qu'ils ne t'alertent pas. Et puis un jour, tu te retrouves et on te dit dénutrition. Et pourtant, ce n'est pas possible. Monsieur, je fais 95 kilos, 90 kilos. Et ça n'a rien à voir avec le poids. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Hein. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais loin de moi cette idée où je pensais qu'un jour, on pouvait me dire ça en fait. Mais tu t'en aperçois parce que si tu n'as pas faim, eh ben, tu ne manges pas, tu n'as pas trop le temps. Tu cours partout parce que, ben oui, et tu as toujours l'excuse de te dire, mais après, et après. Et après, quand tu fais le compte, ben à la fin tu n'as rien consommé. Et puis un jour, ça te tombe dessus et là, tu n'as rien compris. Hein. C'est pour ça que c'est très très important. En tout cas, moi, dès le début et même voilà, la préparation déjà préopératoire et encore plus après, j'insiste énormément sur l'alimentation par fractionnement parce que surtout au début où on mange très peu, on ne peut pas tenir avec seulement 3 repas par jour parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps, quand même, pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Hein. Les organes ne fonctionnent pas par magie, ils fonctionnent grâce aussi à l'alimentation. Donc, si on fait que 3 petits repas par jour, on va commencer effectivement à être fatigué, à être mal et on va les organes du coup pour vivre, ils vont aller chercher de l'énergie dans nos muscles, donc on perd du muscle petit à petit et effectivement on peut finir en dénutrition même en pesant 180 kg, ça n'a rien à voir avec le poids, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment parce qu'on a une alimentation qui est soit mal équilibrée, soit parce qu'on s'alimente vraiment trop peu ou qu'on ne mange pas correctement. Il y a des patientes aussi qui vont dire je mange que de la salade verte parce que j'ai pas envie de manger de féculents, ça fait grossir, j'ai pas envie de la protéine, c'est pas bon, etc. Ben forcément aussi elles finissent en dénutrition parce que les légumes n'apportent pas l'énergie nécessaire aux organes pour pouvoir tenir sur la journée. Donc le fractionnement, moi je l'impose à tous les patients en disant surtout au début. C'est comme ça. Après, on pourra toujours en rediscuter à long terme selon votre métier, selon vos quantités que vous allez pouvoir ingérer, selon votre bien-être. Mais au début, c'est une obligation. Je l'impose. Voilà. Alors après, pareil, il y a des chirurgiens qui sont pour, d'autres qui sont un peu contre. Mais voilà, moi, comme je dis, c'est chacun son métier. Moi, j'ai pu voir vraiment la différence et je sais qu'il faut prendre des collations. Ça, au début, c'est essentiel. Et 10 ans après, et j'ai toujours fait sur le fractionné, c'est toujours quelque chose que je dis. Et en fait, c'est pas ça qui m'habitue à plus manger. Et qu'en fait, après, comme tu dis, c'est au fur et à mesure, si on t'impose et après, tu vois le sens de la collation et du fractionné. Et après, en fonction de comment tu es, tes difficultés, si tu as moins de temps, et bien après, tu t'organises différemment. Oui, exactement. C'est comme ça que tu arrives à mieux organiser certaines choses. Oui, surtout qu'au début, c'est des textures, voilà, qu'à mixer, retravailler. Non, mais c'est pour ça que c'est quand même très, très important de pouvoir faire son fractionnement. Allez, vas-y, je t'écoute. Il y a Karine Gambier qui dit « Moi, bypass, il y a 2 mois et demi, aucun problème, tout passe, malheureusement, car je ne me rends pas compte que j'ai été opérée. Je suis même constipée. » Martine qui dit « Je sais que c'est comme si je grignotais, mais ça a toujours été comme cela depuis le début et il faut surtout ne pas oublier ces vitamines, etc. car depuis, j'ai une grave ostéoporose et surtout ne pas zapper des protéines laitage. Savez-vous s'ils pratiquent toujours cette opération, s'il vous plaît? Beaucoup ne connaissent pas. »
Oui, mais il pratique, mais justement, dans certains cas, et comme disait après Nikita, c'est plus sur une deuxième intention, mais sur des centres quand même de référence. Et puis après, par rapport à ce que tu dis, Martine, voilà, c'est pas, moi, pour moi, dans ce que tu dis, c'est pas, tu sais que tu grignotes, et bien moi, je sais que je grignote pas, je sais que c'est du fractionnement. Et puis après, les personnes qui sont opérées et qui mangent malheureusement, et bien à un moment donné, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner. La porte est ouverte, les conseils sont toujours là. Donc après, c'est aussi, on veut faire le chemin tout seul, et bien on le fait tout seul. Mais après, il faut se rendre compte que tout seul, quelle que soit la solution, on n'a pas toutes les solutions. Donc ça, c'est la réflexion de chacun. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune obligation et que moi, ça ne me fait pas gagner ma vie. Mais par contre, il n'y a pas 2 mois, 1 an, 6 mois. Moi, je pense que l'accompagnement, il est super important. Et après, par rapport à l'alimentation sur l'après-chirurgie, justement, sur les protocoles où on parle, alors chacun a des protocoles spécifiques, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de consensus, mais si on parle justement sur l'évolution des textures avec le mixé, et où je vois toujours moins, parce que je vais moins en structure, des personnes qui disent, oh, mais de toute façon, le mixé, ça ne va rien. Depuis le temps que j'attends, 3 semaines de mixé, ça va être finger in the nose, et puis après, ils se retrouvent déjà au bout de 2 jours. Annie, comment je peux faire? J'en peux plus, je suis écœurée. Donc, il y a ce fait aussi que sur le après, on a attendu ça et on se dit, mixer, c'est pas grand-chose. Sauf qu'après, je suis écœurée, je ne peux pas manger, mais j'ai pris un peu de douceur parce qu'en fin de compte, j'en ai marre de manger yaourt, et puis j'ai pris un peu de machin, et puis la pomme de terre, ça passe pas, et puis le mixé, j'en ai marre. Et si je tentais, alors c'est toujours la négociation, même avec moi, hein. Oui, mais Annie, tu ne penses pas que si j'essaye peut-être manger un petit peu ça, j'ai moi, tu fais ce que tu veux en fait. C'est justement faire voir que cette période de cicatrisation, d'habituer ton estomac, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Oui. Que tu ne vois pas. Parce que quelque part, c'est je sors au bout de 4 jours, j'ai 3 trous et tout va bien. Ça, et en fin de compte, parce que tu ne te vois pas de l'intérieur. Et en fin de compte, il y a l'inflammation, il y a tout ce qui s'est passé, parce que si vous regardez les chirurgies, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut ce temps de cicatrisation, comme une plaie où vous ouvrez, et bien, la cicatrisation, elle se fait à la même. Et si jamais derrière, il y a des épices, moi, je me rappelle un jour, une dame, elle était je ne sais pas trop d'origine, mais elle me dit, mais moi, je suis l'épicé, je suis habituée dans ma famille tout le temps. Je dis, mais moi, je vous conseille. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, mais comprenez, c'est compliqué pour moi comme ça, fade. J'aimerais mettre des épices. Elle me dit, vous n'aurez pas mon accord du mois. Déjà 2. Vous avez vu la diététicienne, elle vous dit que non. Et ben moi, je vous dis la même chose. Après, oui, mais un petit peu. Mais j'ai dit un petit peu ou pas un petit peu. C'est comme ça. Et en fait, un jour, elle m'appelle, elle me dit, oh là là, je ne suis pas bien, j'ai trop mal au ventre. Elle me dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, elle a émis. Alors, au lieu que ça soit du paprika fort, elle a émis du paprika doux, je ne sais pas trop quoi. Sauf que je veux dire, ça l'a mis, et pendant 4 jours, ça a été la tendance. Ou quelqu'un qui va te dire, je mange mixé, tu lui dis, mais il faut quand même rester sur de la base. Hein. Ah, mais moi, j'en ai marre de la base, moi, j'en peux plus, les pommes de terre, le machin, je ne peux plus. Donc, ben oui, ça, c'est mixé. Alors, ils vont te mixer des choses. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, voilà, je ne sais pas, j'ai des diarrhées, mais pourtant, j'ai mangé mixé, j'ai mal, je suis barbouillée, j'ai envie de vomir. Et en fait, elle a mangé la branade de Morue. Ah oui. Sûr, c'est mixé, mais après, c'est un peu lourd, en fait. Donc, il faut dire que pendant ces 3 semaines, ou 15 jours, quel que soit le protocole, c'est sur du basique. Et s'il vous plaît, même si la purée de pommes de terre, vous en avez plein votre couffige, alors, s'il te plaît, Nikita, donne ton avis. Le féculent, il ne faut pas, le féculent, la protéine, il faut couper l'assiette. Et tout ça, c'est essentiel. Et même pour la circulation, même pour la suite, en fait. Exactement. Moi, souvent, d'ailleurs, je dis aux patients, parce que c'est exactement ce que vous disiez, qu'on voit pas l'estomac coupé, on ne s'en rend pas compte.
Donc, je dis aux patients, mais imaginez, on vous a coupé votre main, on vous a coupé votre pied, le temps de cicatrisation, le temps d'apprentissage à revivre avec justement cette partie d'organe en moins, ben, c'est un peu pareil avec votre estomac en fait. Hein. Il faudra laisser le temps à tout ça. Et effectivement, dès le début, il faut avoir une chair de protéines, une chair de légumes, une chair de féculents. Et c'est obligatoire d'avoir ces 3 composants dans l'assiette en texture mixée. Et il y a des patients, pareil, moi très souvent, qui m'appellent au bout de 4 jours. Bon, ben, au final, le mixé, j'ai super bien supporté, je passe à la texture normale. Et puis, il me rappelle au bout d'une semaine, ah ben, j'ai trop mal, ça va pas, j'ai été à nouveau hospitalisée. Ben oui, en fait, le chirurgien vous donne un protocole, on vous explique le protocole. On prend du temps à vous expliquer pourquoi le mixer, pourquoi les différentes textures, pourquoi l'évolution, pour justement laisser le temps à l'estomac de se cicatriser, laisser le temps à l'estomac de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça met du temps, mais ça évite aussi quelques complications, mais c'est essentiel en fait. Si au bout de 2 jours, on passe en texture normale, on ne vous embêterait pas à vous parler de ce protocole pendant des mois avant ou à vous expliquer tout ça. Il faut vraiment, vraiment respecter ces textures, de mixer. Oui, la pomme de terre, c'est épuisant. Oui, de prendre le robot et de mixer tous les jours, c'est contraignant. Mais en fait, il faut... Et moi, très souvent, je donne aussi des idées de recettes à mes patients, etc. Donc, n'hésitez pas de demander à votre diététicienne aussi des petites idées de recettes parce que voilà, après, on peut faire beaucoup de choses en mixer. Sur la présentation, sur faire des verrines et garder le goût, en fait. Parce que exactement. Moi, je considère, il y en a qui te disent, mais je suis écœurée, j'en ai marre. Si c'est sûr, tous les jours, tu te lèves et c'est la tendance de te dire, il faut que je mange, mais gardez de la couleur, faites des choses, mettez de la fraîcheur. Oui, varier, chaud, froid, verrine, comme tu dis, en flan, en purée. Faire une assiette, pas qu'avec des trucs bouillis, posés comme ça. Oui. Gardez ce plaisir-là, même en texture mixée, parce que plus vous allez vous rabâcher, que ça vous écœure et que ça passe pas et plus ça va bloquer. Il va être là et ça va vous enfermer. Alors, vous allez essayer de négocier. Après, c'est Mario Labricole. Sauf que pour moi, Mario Labricole, ça fait des conséquences dramatiques. Excusez-moi. Ouais. Mario Labricole, je ne le connais pas celui-là. Non, mais c'est quoi? On dit oui, non, mais comme ça, mais si je fais comme ça, c'est à peu près la même chose. Non, mais une pomme de terre avec un fromage, c'est jamais la même chose. Non, mais c'est pour ça. Et puis l'évolution de texture, pareil. Moi, j'ai eu des patients, mais alors c'est très rare et heureusement, mais qui disaient, on leur dit bien les différentes textures à respecter. Et au bout de 4 jours, j'ai juste pris un petit grain de raisin, mais bon, parce que ça me tentait. Eh ben, la patiente, elle a fini hospitalisée avec une fistule, etc. Donc, c'est comme pour les repas. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous punir quand on vous dit de faire ces différentes textures. C'est vraiment pour laisser le temps à la cicatrisation et laisser aussi le temps pour vous de réapprendre à manger. Et c'est aussi cette motivation-là qu'il faut vous mettre dès le début. Si vous ne le faites pas dès le début, comment voulez-vous que votre chirurgie réussisse aussi à long terme, hein? Sur les textures molles, quand on te dit oui, non, mais j'ai mangé des beignets de nuggets parce que c'est mou, en fait, j'ai mâché. C'est pas la même chose. Non. Quand après vous dites, mais c'est pour ça qu'après c'est dramatique, parce que, ou des personnes qui te font des trucs avec des smoothies avec du lait de coco et après ils ont une diarrhée et puis ils disent, mais je comprends pas, mais parce que c'est gras et que voilà. Et puis une personne, toi tu parles avec des graines de raisin. Moi j'allais à un structure et je disais tout ce qui est des morceaux et même tout ce qui est groseille. Oui. Les petits grains, il ne faut pas. Et un jour, il y a une dame, elle me dit oui, d'accord. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, je sais pas, je suis pas bien. 39 de fièvre, c'était un samedi. J'ai dit, écoutez, elle me dit, mais elle me dit, j'ai mangé un smoothie, mais j'ai mis des framboises dedans. Et bien voilà. Donc après, c'est hospitalisation en plus diagnostic. Là, parce qu'il y avait de la fièvre. Mais les fistules, des fois, ce n'est pas diagnostiqué plus tardivement. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, et les personnes ne se rendent pas compte de l'impact qu'il peut y avoir. Et en fait, en plus de ça, déjà, vous vous dites que si le premier mois, la première semaine, c'est compliqué de faire, ou les 15 premiers jours, c'est compliqué de faire, dites-vous que vivre avec une chirurgie bariatrique, je vous garantis que vous allez avoir d'autres conséquences et d'autres choses qui vont être un petit peu compliquées à gérer. Il y a Asia qui dit hyper importante pour ne plus avoir de soucis après. Donc là, elle parlait du coup du protocole à suivre. Et Martine qui dit, je me suis souvent fait engueuler par Madame Salier au CHU
car je ne peux pas me permettre d'aller voir mon endocrinologue tous les dû à ma maigre pension. Ah oui, bon, alors tous les mois, je pense, ou tous les 3 mois, je suppose, dû à ma maigre pension d'invalidité de 289 € par mois. Mais je ne peux pas faire autrement car je suis à plus de 70 km d'Angers et je ne suis pas remboursée. Alors, par contre, Martine, je ne sais pas. Alors, l'endocrinologue, déjà, tu n'as pas le payer. C'est pris en charge par la Sécu. Un endocrinologue, il est pris en charge par la Sécu. Tu n'es pas obligé, si tu as à 70 km d'Angers, tu peux trouver un endocrinologue où on te transmet ton dossier et l'équipe transmettra l'information. Donc, ça, c'est aussi une chose. Très et puis, important. après ça, tu as dit que tu avais une invalidité et que tu peux avoir des bons de transport sur des demandes d'entente. Que ce soit elle qui soit en invalidité. Elle ne nous a pas dit, c'était Titi qui. Mais si, mais qu'elle disait qu'elle ne pouvait plus travailler depuis qu'elle avait opéré d'une dérivation biliopancréatique parce que trop de carence. Oui, oui. Ah oui, c'est tout à l'heure qu'elle travaillait. Oui. Donc, si tu as une invalidité, après, tu fais une entente préalable, tu demandes à la sécurité sociale parce que tu vas retourner voir les personnes qui t'ont pris en charge. Moi, j'habite dans le Gard, je suis suivie sur Montpellier. Et en fait, moi, on m'a dit, ben, tu changes de truc, mais non, je ne changerai pas. Et surtout, un endocrinologue, tu n'as pas à payer, ce n'est pas pareil que les diététiciens. Les diététiciens, ce n'est peut-être pas pris en charge. Mais non. Mais par contre, un endocrinologue, et en plus de ça, si tu as 70 km d'Angers, tu as des endocrinologues autour de chez toi. Tu vois, il se met en lien avec l'équipe qui t'a opéré. Et juste, est-ce que tu pourrais me dire si juste il y a toujours Fernande avec l'association Zéro Complexe à Angers, si tu connais. Je suis trop bête, en plus je viens de lire, elle avait dit pension d'invalidité. Donc je suis juste. Et Asia qui dit même si j'ai du mal avec la purée, j'essaie. Mais là, Asia, il ne faut pas essayer, c'est que tu n'as pas le choix. Voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Ça souffre beaucoup, ça dure 3 semaines. Et tu vois, Nikita t'a dit, et Nikita, elle est diététicienne, et qu'en fait, c'est pas contre. Enfin, voilà, c'est pas une punition. C'est vraiment pour vous, en fait. Hein. Si on vous impose ça, c'est pour vraiment une réussite à long terme. Il faut le faire et il faut vous dire, voilà, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il faut vous dire, je n'ai que le choix que de manger de la texture de purée. Et on sait que c'est contraignant, je sais que c'est compliqué, mais il faut le faire. Il faut le faire pour éviter les complications. Et plus tu t'écœures, et plus tu vas être écœuré, en fait. Alors, donc après, il faut te dire que moi, je pense qu'il faut se dire qu'on est allé pour ça. Là, ben, on savait que c'était contraignant. Et puis en plus, comme je dis, là, à 3 semaines, c'est un truc. À 1 mois, ça sera un autre truc. Après, à 6 mois, c'est autre chose. Et après 1 an, ça ne veut pas dire qu'on regrette, mais vivre avec une chirurgie, c'est pas la vie qu'on aurait eue sans chirurgie bariatrique. Donc, Martine a dit oui, Fernande est une grande amie, mais ne fait plus partie de l'association Dommage. Tu lui donneras le bonjour, Martine. Elle m'avait accueillie chez elle à Angers. Ah, mais tu m'en avais parlé. Parce que j'étais descendue à la Sofco. Non, montée, toujours pas. Mais on n'y arrive pas. La France, elle est tournée avec elle. Et en fait, c'était mon premier congrès de chirurgie bariatrique. Donc, ça remonte à loin. Et bien, justement, à M. Topard et la clinique d'Anjou, ils avaient fait un reportage. Ça doit être il y a 8-9 ans à peu près. Et ils avaient fait un reportage sur France 3, justement, sur les associations et Fernande et l'investissement qu'elle avait dans ce service-là. Et moi, j'étais à cette époque-là en complication et je me rappelle que j'avais loué une voiture à Super U. J'étais avec ma gélunostomie, j'avais mes poches, j'avais mon appareil, mon appareil pour la nuit, les choses de rechange, les trucs de tubulure, les machins. Et en fait, justement, c'est pour ça que la solidarité entre associations, Fernande, je ne la connaissais pas. Et en fait, elle m'avait accueillie chez elle parce que ces soins-là, c'était compliqué. Elle m'avait accueillie chez elle dans un petit appartement et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que mon mari était venu avec moi aussi parce que j'avais besoin de lui. Et en fait, c'était la première Sofco que je faisais et c'était la première rencontre avec une association de patients. Et Fernande, c'était quelqu'un qui avait une asso depuis très, très longtemps et c'était quelqu'un qui était investi. Et voilà, et c'est des personnes comme ça, quand après on parle que sur la transmission, en fait, c'est des personnes comme ça et je la voyais faire et je la voyais s'investir. Et dans le reportage, mais dans la réalité aussi. Ben c'était sa vie, en fait. Oui, parce que si je lui dirais, oui, j'y étais à l'émission de voilà. Donc, Asia qui répond à la purée, qui dit « Ah, je ne peux pas forcer, je finis sous vos galiennes avec la purée, non pas le mixer en soi, juste la fécule. »
Le féculent. Le féculent, oui. Après, il y a des façons, et je vous dis, il faut demander des recettes à votre diététicienne, puisqu'il y a des façons de prendre plaisir à manger cette purée, en la mélangeant peut-être à certains légumes. On utilise. Comment? J'essaie de donner plein d'exemples de recettes. Je suis à court d'idées. Alors, si tu en as, Kita. Oui, ben, je pourrais toujours t'en envoyer par mail, il n'y a pas de problème. Mais sinon, oui, ça peut être des flancs. Mais même moi, je dis souvent aux patients, les flancs, c'est à base d'œufs, il y a un peu de farine dedans et vous rajoutez votre petit légume, vous mixez le tout, faites cuire au four et après, c'est un flan un peu léger qui s'écrase. Hein. Je dis pas un flan compact, hein, bien évidemment, mais ça peut aussi très bien se faire. Des mousses aussi, des mousses de légumes, hein, comme tu as dit dans les verrines, ça c'est très bon, mousse des légumes avec un petit peu de purée au fond par exemple pour un petit peu faire comme une verrine à plusieurs étages, hein, et pourquoi pas mélanger avec un petit peu d'œuf ou de votre purée. Voilà, enfin il y a plusieurs possibilités et honnêtement il faut vraiment pas hésiter à demander à votre diététicienne parce que je pense qu'elle peut vous donner voilà des dizaines de recettes au moins. Parce que le féculent, c'est ça qui va te donner l'énergie, en fait. Oui. Si jamais tu n'as pas ce féculent, l'énergie, tu n'en auras plus. C'est comme la protéine. Les gens qui te disent, moi, je ne veux plus manger de protéines, donc je n'en mange plus. La protéine va te permettre de refaire du muscle et de te permettre de pouvoir reprendre l'activité. Mais sauf que la protéine n'est pas dissociable du féculent, en fait. Voilà. Alors moi, c'est mon idée. Exactement, ben, c'est ça. Le féculent, moi je dis aux patients, c'est vraiment pour nourrir les organes, apporter l'énergie au bon fonctionnement du corps. Hein. S'il n'y a pas de féculent, nos organes, ils n'ont pas d'énergie pour fonctionner, le cœur ne peut pas battre, les poumons ne peuvent pas respirer, les reins ne peuvent pas éliminer les déchets, bref, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont chercher de l'énergie dans le muscle. Donc on perd du muscle et on risque du coup des complications, comme on l'a dit tout à l'heure, de dénutrition. Donc vraiment, le féculent, même si je sais que pour la plupart, c'est un peu ce qui fait très peur, ce qui est lié, soi-disant, à la prise de poids. Non, c'est pas des petites quantités qui vont vous faire grossir. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est juste adapter la quantité de féculents à ses besoins. Mais c'est l'aliment le plus important avec la protéine, en fait, en post-op, bien plus que les légumes, hein, en réalité. Donc, c'est très important d'avoir les trois. Mais la protéine, au début, va permettre de cicatriser et maintenir la masse musculaire, et les féculents vont venir apporter de l'énergie pour tenir tout au long de la journée. Et est-ce que la pomme de terre, la patate douce? Oui. Après, franchement, des pâtes, des lasagnes mixées, ce n'est pas possible. Il y en a qui ont testé, mais voilà. Après, tout ce qui est autre féculent, franchement, je ne sais pas, mais sur les 15 jours, 3 semaines de mixer, on est quand même limité à mixer du féculent, en fait. Hein. Ah ben, bien évidemment, et de toute façon, même... Oui, non, mais voilà, moi, la patate douce, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Hein, la patate douce, c'est très bien. Après, effectivement, ça s'appelle la pomme de terre. Après, alors, il y a des patients, moi, je trouve ça un petit peu particulier, mais qui mixent aussi les pâtes ou le riz en venant bien le mélanger avec des légumes. Bon, voilà, et Didier, moi, j'ai voulu essayer parce qu'on m'a, pour remettre dans la place du patient, j'essaie toujours, hein, quand on me dit quelque chose. Mais... Mais c'est vrai qu'après, on tourne autour de ça. Et après, toi, sur les conseils sur l'alimentation en post-op, justement, sur tout ce qui est les petits pois chiches et tout ça. Les légumineuses. Alors, en fait, moi, je dis aux patients, c'est un petit peu à tester. C'est-à-dire que par contre, s'ils les prennent, il faut vraiment passer leur purée, même au tamis, pour pas qu'il y ait la peau qui vienne bloquer au niveau de la déglutition et surtout au niveau des cicatrices. Après, je sais qu'il y a des patients qui se font des genres de purée de lentilles corail, par exemple, ou lentilles. Et ça passe très bien, ils n'ont pas de problème de transit, pas de diarrhée, pas de constipation. Et il y en a d'autres qui l'ont un peu. Donc, moi, je dis, il faut un petit peu tester. Ne faites pas une purée de 1 kilo pour la semaine de lentilles. Mixez-vous 2-3 une petite cuillère de lentilles. Mélangez à des aliments. Vous faites ça juste à un repas. Vous attendez, vous laissez passer 24-48 heures et vous voyez. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que dans les légumineuses, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, les faibles, etc. Pour moi, on passe au tamis pour vraiment retirer cette pellicule qui peut venir bloquer au niveau des cicatrices. C'est ça. Et après, pardon, excusez-moi, comment on appelle
Ça, c'est à tester, mais après, sur l'évolution des textures, quand tu arrives à évoluer et que tu vas arriver à mettre des petits morceaux, des choses comme ça, et moi, j'ai un conseil vraiment, c'est ne mettez pas tout d'un seul coup. Ah non. Testez. Incorporez petit à petit, parce que si jamais il y a quelque chose que vous ne supportez pas, si vous avez essayé 12 000 choses parce que vous aviez mis de ça, vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile. Donc, c'est toujours par étapes et prenez l'habitude de réincorporer des choses par étapes, en fait. Exactement. Allez sur des aliments basiques et après, vous complétez avec un aliment un peu plus complexe et vous voyez, vous laissez passer 24-48 heures. S'il n'y a pas de douleur, c'est que l'aliment, il passe. S'il y a quelque chose, ben, on laisse de côté pendant quelques temps et on y reviendra plus tard. Oui, il faut tester tout le long, de toute façon. Tout le long. Exactement. Donc, il y a Martine qui dit elle est toujours aussi formidable. Donc, parlant de Fernande, je pense. Il y avait monsieur Alain Sommermont à l'émission, mais décédé depuis. Bon. Asia qui dit merci. Martine qui dit utilisez aussi du Régilet. Ah oui, ben voilà, Régilet, tu vois que j'avais raison. Régilet, c'est une source de protéines très intéressante. Oui, c'est la poudre de lait, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et Asia qui dit j'essaierai les lentilles pour changer de la patate, je suppose. Mais alors, essaie les lentilles pour changer, mais à une semaine, passe bien au tamis et qu'il n'y ait pas la peau de la lentille. Aussi. Exactement. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait de peau, en fait. C'est ça qui est surtout. Une lentille. J'espère qu'elle a du temps parce que. Non, mais vraiment, ça va être très long. Passe-le et que ça fasse ta texture, il faut qu'elle soit lisse, en fait. Oui, exactement. La vache. Je me vois bien en train de peler une lentille, je te jure. Oui, c'est comme les petits pois. Il y en a certains qui les mangent un par un, c'est la même chose, tu vois. Je sais pas. Mais c'est bon, hein, la purée de lentilles, par contre. Je préfère la purée de lentilles que la purée de riz ou de pâtes. Hein. Ah oui, ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais la purée de porc cassé aussi. Tu prends ta fourchette et tu le remplis, quoi. Tu le tasses. Mais après, c'est surtout tester. Voilà, moi, je pense que c'est important de tester et d'essayer un petit peu. Vous voyez comme ça se passe. Et de toute façon, votre corps, il vous parlera de suite. Il faut écouter son corps et se tester. Exactement, c'est ce que tu viens de dire. On teste et on écoute son corps. Et donc, par rapport, elle n'a rien dit d'autre? Non, voilà. Oui, je crains trop. J'ai envie d'éternuer, j'y arrive pas. Donc, ça, c'est pour le après. Donc, on a vu la collation, on a vu le fractionné, que c'était important et tout ça. Sur après, faire évoluer aussi ses quantités d'alimentation avec sa reprise du quotidien et d'activité. Ça, c'est super important. C'est ça que le suivi, il est à faire aussi. Et parce que je pense que c'est... Oui, c'est l'heure, mais c'est pas grave. C'est l'heure. Il y a 3 secondes, on parlait justement de... Alors, on sait que sur certains protocoles ou certains en amont de la chirurgie, on parle beaucoup des personnes qui sont obèses, ont le foie gras, pas de stéatose hépatique, donc il faut réduire justement ce foie avant la chirurgie. Et donc, on parlait justement des régimes cétogènes. Il y a des études qui sont faites sur justement modifier, amener une alimentation cétogène. Alors, tu expliqueras ce que c'est avant une chirurgie pour modifier et expliquer la modification sur le microbiote intestinal, mais aussi en raison de réduire la stéatose hépatique. Et donc, en fait, c'est une étude qui a été menée sur 27 patients obèses. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Et oui, ça ne fait pas grand-chose quand même. Non. Donc, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et les régimes, donc ce régime cétogène fait voir que ça diminue le volume du foie, près de 20% en moyenne chez les participants. Donc, on en discutait avant. Quel que soit de toute façon, tous les patients en obésité, si vous avez un problème de foie, que vous fassiez un examen ou pas un examen, bien souvent, il y a ce problème de foie gras. Et régime avant ou après, déjà, vous ne réduirez pas, forcément en conséquence en faisant un régime cétogène ou pas. 20%, ce n'est pas grand-chose. Par contre, si pendant les 6 mois, vous travaillez sur votre alimentation, vous travaillez sur la pratique d'activité avec des enseignants d'activité physique adaptée, puisque même si on a du poids, qu'on a des douleurs, on peut quand même un peu bouger avant, faire du muscle et travailler sur certaines choses. Oui, et on ne mord pas, voilà, en plus, il paraît. Pour faire pérenniser la chose. Mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment aussi important que de partir, prendre des poudres, un régime yaourt, ou peu importe, tout ce qui peut se faire en amont. C'est justement mettre à profit pendant ces 6 mois-là
de commencer une amorce des modifications. Donc, j'aimerais savoir, pour conclure, ce que tu en penses et dire un peu qu'est-ce que c'est le régime cétogène. Alors, le régime cétogène, c'est un régime en fait qui est composé notamment à 70-75% de lipides. Après, il y a à peu près aussi 20% de protéines et on se retrouve à 5-10% de glucides. Le but, c'est de réduire le plus possible les glucides pour effectivement que le corps, lui qui n'a pas de glucides à aller utiliser, il a utilisé le sucre, la gras du foie, pardon, et donc ça va réduire la taille du foie petit à petit. Donc ces régimes-là, on va beaucoup insister sur les protéines, sur pourquoi pas les yaourts, sur les fromages à pâte dure, donc ceux qui sont justement un peu plus gras que les pâtes molles. Alors ce que j'en pense, c'est que je sais pas à long terme, voilà, c'est une petite étude, il n'y a pas encore vraiment d'études qui ont été prouvées à long terme sur l'efficacité. Après, ça va dépendre aussi beaucoup du chirurgien, en tout cas, si il le propose ou pas. 4 semaines là, hein. L'étude, elle est sur 4 semaines de ce régime. Pour moi, ça me paraît long, ce genre de régime, et ça peut créer une petite frustration et qui peut du coup, après l'opération, même provoquer des envies derrière, parce que justement, le corps a été frustré. Et comme tu disais justement tout à l'heure, si déjà vous préparez votre corps, vous préparez vous et vous préparez votre famille ou vous dans la globalité, pendant 6 mois ou plus, normalement, le foie ne devrait pas être gras. C'est sûr que si par contre pendant 6 mois vous mangez des fast-food, des pizzas ou bref tous les soirs, là c'est sûr que même en faisant un régime cétogène en 15 jours, ça ne réduira pas forcément la taille du foie. Donc le repas déconné. Alors toute la semaine je vais partir à McDo. Non mais je dis mais à un moment donné on peut manger quand même après. Je veux dire c'est pas le dernier repas. Après je pourrais plus manger, mais heureusement on peut manger après. Voilà, mais donc c'est pour ça que le but, c'est pas de se dire je mange ce que je veux pendant 6 mois et les 15 derniers jours, je fais ce régime cétogène. C'est un petit peu ridicule. Vaut mieux appliquer un petit équilibre alimentaire, mettre en place des bonnes habitudes, prendre conscience voilà, d'une alimentation équilibrée avec plaisir et savoir aussi gérer ses plaisirs, bien évidemment. C'est pas n'importe quel plaisir à n'importe quel moment, mais justement, je fais mon vrai repas et après, je me fais des plaisirs de temps en temps. Mais voilà, pour moi, le régime cétogène, pourquoi pas, j'ai pas encore un de retour à long terme. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est voilà, de créer une frustration ou une privation aux patients pour ceux qui font ces régimes sur 4 semaines. Parce que 4 semaines, c'est un mois, hein, c'est quand même long. C'est-à-dire que juste avant l'opération. Et la pomme de terre à mixer. Alors, 4 semaines à bouffer que des yaourts. Alors, avant, on leur fait que des yaourts et après que de la pomme de terre. À la fin, je pense que là, ils vont nous détester pour de bon. Donc non, moi je suis pas pour forcément, je suis pas contre forcément. Voilà, si j'ai un chirurgien qui venait à le proposer, bon ben je m'adapterai à sa demande. Mais en tout cas, moi personnellement, pour l'instant, je préfère travailler sur 6 mois ou plus sur l'équilibre alimentaire, qui est pour moi bien plus utile à long terme en fait, parce qu'on prépare le corps. On revient sur en amont en fait. Voilà. Oui. Pas, je m'y mets 15 jours avant ma chirurgie, c'est la préparer vraiment en amont. Exactement. Est-ce que la diarrhée est inquiétante ou pas? Est-ce que les brioches croissants pour le petit déjeuner est autorisé ou non? Alors, je croyais qu'on avait été coupé. Super. Les brioches croissants, moi je déconseille en tout cas au début. Moi, pour mes patients, en tout cas pendant 3 mois, pendant 3 mois, je leur ai dit il faut éviter tout ajout de matière grasse artisanale ou autre, ou tout ajout de sucre. Voilà. Pendant les 3 premiers mois, c'est pas que je suis stricte, c'est que vraiment je veux qu'ils prennent des bonnes habitudes, que les papilles, quand elles se renouvellent, elles oublient ce goût de sucre, de gras. Donc voilà, j'essaie de plutôt travailler. Bon, ben votre pain au chocolat, si vraiment vous le voulez, ben, au bout de 3 mois, ça sera un dimanche sur 2. Pourquoi pas, vous prendrez votre petit croissant. Et puis au fur et à mesure, on intégrera des plaisirs de plus en plus. Mais moi, j'aime bien marquer une petite coupure pendant 3 mois où vraiment on va sur des alimentations plaisir. Mais rien n'empêche par contre de vous faire un petit gâteau maison avec beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de gras pour le dimanche en famille et prendre votre petit bout en collation. Mais il ne faut pas dès le début, et ça m'arrive souvent d'avoir des patients qui me disent ah ben moi j'aime bien au bout d'un mois quand je passe en texture normale, je me fais des petits croissants mais tous les matins. Non, c'est pas le but. Même là, si c'est petit. Mais là c'est pas texture normale déjà. Hein.
Oui. Après, Ah non, alors en texture mixée, hors de question la brioche, par contre. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je ne suis pas très sucrée, mais c'est pour savoir par rapport au mixé. C'est ça. Non, c'est ce que je dis. On reste sur de la biscotte trempée. Ah, pour le mixer, non, pardon, oui. Après, pour le mixer, ça peut être aussi, je sais, pour le petit déjeuner, moi, je dis des fois la blédine ou la floraline qu'on donne des fois aux enfants. Ça peut être aussi une très bonne solution. Ça peut être aussi des petits smoothies, justement, où on vient mixer, pourquoi pas, sa biscotte ou sa floraline avec un petit peu de yaourt, un petit peu de compote. On mixe tout bien froid et on le boit. Hein. C'est très bien aussi. Voilà. Pour le petit déjeuner, il y a des possibilités comme ça. Hein. Le piège sur le après hein. Là, on sort de la période mixée, mais le piège, c'est que justement, ah oui, mais je mange qu'un croissant, un demi-croissant, je mange que 4 cuillères de liégeois, je mange que 3 cuillères de danettes, je mange que 4 frites et un nuggets, alors avant, je mangeais. Et c'est là où est le piège, en fait. Parce que quand les personnes, quand après, je leur dis, mais un ça, déjà, vous êtes plus dans le plaisir et c'est pas parce que tu manges un peu. Et au bout de la journée, quand tu regardes un peu, les nutriments de qualité que tu as amenés, tu as zéro nutriments de qualité. Et oui. Et c'est surtout que si notre repas il n'est pas bien équilibré avec des vraies protéines, des vrais féculents, des vrais légumes, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on va être en manque d'énergie, donc le corps, hop, il va penser sucre, il va penser gras et on va être attiré par ces aliments-là. Et c'est un cercle vicieux. Un chocolat liégeois ou une brioche, ça nourrit pas le corps, ça va vous nourrir pour 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Mais au bout d'une heure, on aura encore faim, donc on va reprendre encore du sucre ou du gras et c'est pas bon. Que si on fait son vrai repas à l'heure du repas, ben déjà on aura moins d'envie de sucre parce que le corps aura été comblé en termes d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les un peu, mais c'est pas bon du tout. Il vaut mieux manger bien son assiette. Ça sur le après. Hein. Ah oui. Il vaut mieux se dire, eh bien, un dimanche matin, je vais prendre mon pain au chocolat parce que j'en ai envie, ou un dimanche matin ou un jeudi matin. Oui. Enfin, voilà. Exactement. Cette notion de plaisir, elle soit plaisir, mais après, tu sais la nécessité de qu'est-ce que ton corps a besoin pour arriver à garder cette bonne santé. Et le plaisir doit arriver au plaisir, en fait. Exactement. Et la floraline, on peut la faire en bouillie salée avec du lait aussi. Les graines ne sont pas dangereuses en période mixée. Les graines, ça dépend. Si elles ne sont pas mixées, pas passées au tamis, c'est dangereux. Ça peut venir se bloquer dans une cicatrice aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez graines. Maintenant, si. La floraline, tu sais, ça fait. Ah oui, mais bien mixé, mélangé avec du lait, etc. En général, c'est ce qu'on donne des fois aux enfants. Si on la mixe bien, on la passe au tamis. Au final, ça redevient liquide. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Hein. Non, je pensais aux graines, pardon, avant. Comment? Il faut la faire bien cuire, bien la mixer et la rendre plus crémeuse. Ah oui. Oui, bien évidemment. Il faut vraiment la laisser pousser en cuisson pour que ça soit mou et que du coup, on puisse le mixer bien plus facilement. Oui. C'est bon? Voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup parce que c'est toujours un plaisir de partager les moments avec toi. Et tu vois, ça se passe très bien. Et quand ça fait presque 2 heures qu'on est là et que voilà. Et j'aime bien les choses comme ça parce qu'il y a assez simple et les choses sont dites clairement et c'est accessible à tous. Et c'est ça aussi les balances online. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux pour l'invitation aussi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager. Si c'est que ça. Et je trouve que c'est bien parce qu'on partage plein de choses. Et on avait vu sur les Journées mondiales de l'obésité où tout le monde avait participé. Et c'est ce qu'on cherche sur les balances en live. Et chaque fois, c'est toujours pour remercier pour le temps que vous accordez. Alors, l'autre jour, on parlait avec je ne sais pas trop qui me dit, mais vos intervenants, ils viennent comment? Vous les payez comment? Ah non, nous, ils sont gratuits. Voilà. Ça. On ne les menace pas. Avec plaisir, toujours de partager des moments comme ça. Parce que pour moi, c'est aussi des moments de partage. On partage des connaissances, on partage nos regards aussi sur la vision de la chirurgie. Et c'est vraiment formidable. On est une à Montpellier. Enfin, vous êtes à Montpellier. Et moi, je suis à Paris. Et au final, on a quand même partagé un super bon moment et plein de connaissances entre nous. Donc, c'est vraiment génial. Il y a Frédéric qui est en train de me mettre dans une sacrée catastrophe qui dit à quand un balance ton live en direct de la cuisine à Annick et Laure. Alors là, Frédéric, tu ne me connais pas encore très bien, mais il y a un problème, tu vois, c'est la cuisine et moi. Tu vois, on est
Alors, Annick peut relever le voilà, niveau, Annick, mais bien pas sûr. l'heure au sel. Moi, j'ai hâte. Alors, moi aussi, je veux bien voir ce live en cuisine. Hein. Moi aussi, une petite recette, là, post-op immédiat de mixer. Ah ben, comment expliquer on fera une vidéo YouTube. Oui. Mais ça va faire un peu sorte Maïté, hein, je vous préviens. On va pas vous mais c'est pas grave. On sera pas très loin. C'est pas grave. Un tout grand merci à Nikita, Laure, Annick et aux visiteurs de Frédéric, Cécile qui nous dit merci à toutes les trois. C'était vraiment très intéressant. Bisous. Et Asia, alors grande question, Annick, s'il te plaît, mixer 2 ou 3 semaines. Allez, Cécile. Spécificité des protocoles des chirurgiens. Alors après, moi, je pense que, parce que, en fait, c'est ça. Alors, Nikita, je t'explique mixer 2 ou 3 semaines. En fait, dans un service où il n'y a qu'un diététicien, mais qu'il y a 2 chirurgiens qui sont sur des, pas forcément un protocole de la même chose, et à Nîmes, il y en a un qui ne mixe pas du tout. Donc, en fait, ça, c'est les protocoles de chaque chirurgien. Mais 2 ou 3 semaines, moi, je pense qu'on ne doit pas être à compter les jours, les semaines ou pas les semaines. Après l'évolution, le mixé, c'est la période qui est importante. Avant, il y avait 1 mois de mixé et c'était non négociable. Maintenant, après, les diététiciens qui vont dire 1 mois de mixé, après haché. Après, on veut toujours plus vite. Donc, après 2 semaines, je pense que vraiment, déjà que tu te contraignes au mixer. Après, c'est sur des évolutions de texture avec quand même les choses que Nikita t'a dit sur après de la banane écrasée ou des choses comme ça qui sont vraiment sur des textures molles, tu peux. Alors, après, c'est toujours sous couvert de Nikita, tu peux mettre ça en place et faire en sorte de mettre des choses en place un peu plus, on va dire, mixées, texture plus molle. Oui. Aliments mous, aliments bien cuits, tendres, qu'on peut écraser à la fourchette, tout ça. Alors, franchement, pas sec. Moi, j'ai vu des gens qui mixaient du jambon avec du kiri. Et ça, quand vous allez avaler, ça va forcer. Non. Vraiment, prenez pas de sec qui est toujours quand même plus ou moins du bouillon, plus ou moins que ce soit de la texture molle, en fait. Et exactement. Après, quand tu passes de ça de 2 à 3 semaines, parce que le chirurgien ne m'a pas répondu, donc il pense peut-être, ou il pense 2 choses, ou il n'a pas le temps de me répondre, ou alors il sait que je sais la réponse et que je te l'ai donnée et qu'il ne sent pas l'essentiel de le dire. Donc, si je te dis ça, c'est parce que je sais que c'est important et que de toute façon, plus tu vas être vigilante sur le premier mois, mais autant sur porter, sur ne pas pratiquer d'activité, ne pas forcer sur la sangle abdominale. Le premier mois, c'est vraiment de la convalescence et c'est réapprendre à l'estomac, à ton corps, à tout ça, à se refaire un état de forme. On m'a dit 2 semaines mixées, 10 jours hachés. Ben, ça dépend. Enfin, moi, je sais qu'il y a des chirurgiens, ça va être 1 semaine liquide, 2 semaines mixées et la dernière semaine, aliments mous, aliments bien cuits, tendres et après, au bout d'un mois, normal. Et j'ai d'autres chirurgiens qui vont nous dire, au bout de 15 jours, normal. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire chaque chirurgien. Avec M. Scali à Saint-Éloi, moi, je dis que le protocole, c'est 3 semaines mixées avec une évolution à 15 jours sur des textures molles, bananes écrasées, des choses qui sont, voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Et si je m'avance à dire ça, c'est qu'en fait, quand même, je sais un petit peu. Donc, après 3 semaines, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je considère que quand on est parti sur cette chirurgie-là et quand on est parti dans cette histoire-là, on ne doit pas compter les choses. On met les choses en place, on essaye de faire. Et on écoute son corps aussi. Si le corps il part du principe que 2 semaines ne suffit pas, il faut 3 semaines, et ben c'est 3 semaines en fait. Hein, et il faut aussi. La cicatrisation, c'est sur la cicatrisation du risque de complications. Hein. On voit sur des choses où tu forces, ou même, il n'y a pas que le. Alors, ça, on ne va pas partir sur 40 minutes de plus. On est vraiment, oui. Mais. Il n'y a pas que la texture qui fait les complications. Sur des personnes qui mangent et qui vomissent, les vomissements vont faire forcer sur la cicatrisation. Donc, après, prenez le temps et faites voir qu'il ne faut pas courir et puis il faut prendre le temps de se préparer pour un marathon. Et donc, voilà. Donc, 15 jours, 3 semaines. Merci beaucoup. Oui, c'est pour ça que je demande, peur de mal faire. Eh oui. Voilà. C'est un autre débat. Allez. Au prochain Balance ton live. Allez, ben bonsoir à tous, merci beaucoup. Bonne soirée, merci Afi, merci. Et puis à bientôt. Et on se tient au courant, on se voit bientôt. Bien sûr.
On s'en va à musique, bien sûr. Mais bien sûr. Allez. Bisous à tous. Bisous à Bye. tous. Ciao, ciao. Ciao.